si jamais les terreaux qui avaient fait ce qu'ils ont fait au Bataclan étaient allés se réfugier dans le 93, bah en plus c'est ce qu'ils ont fait. Hein, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils ont fait. Ouais, avant de... Et qu'on bombarde comme exactement ce qu'ils sont en train de faire le 93, je suis pas convaincu en fait qu'on aurait fait juste des ciblages très précis. Hello tout le monde, Kevin Razi, c'est moi et vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés, toujours très bien accompagné parce que j'ai mon gars sûr, le Dr H à ma gauche. Salut. Et j'ai ma chérie à la réalisation et au montage, Gaël Canyon, la cheerleader des Paris Musketeers, si vous avez vu sur les réseaux. Et on a notre showrunner, Morad Mokadem, qui est là aussi, avec un micro qui fonctionne. Donc ces interventions, vous allez pouvoir les entendre. En tout cas, c'est toujours un kiff d'être avec vous chaque semaine. On commence la semaine ensemble. J'ai pas mal de choses à aborder comme sujet. Moi, à titre personnel, en fait, on va faire une petite revue d'actu. Évidemment, on a nos sujets de prédilection. On va parler des USA, de l'ingérence extérieure des USA, parce qu'on n'en parle pas assez. Et Hamza a vraiment des choses à dire là-dessus. Et de mon côté, je vais vous parler de Dazen. Ouais, tu vois, il y a deux salles, deux ambiances. Mais parce que j'ai des choses à dire aussi là-dessus. J'ai regardé pas mal de vidéos sur comment on attribuait les droits, machin, et comment en fait la LFP, et notamment un certain Vincent Lebrun, est en train de niquer le football français. Je vais vous expliquer ça aussi. Je vous lis là dans... C'est le côté entier de Kevin, pas trop vite le matin, doucement le soir. Je suis même pas antillais, putain, quel cliché. Ah oui, parce qu'on a commencé un peu tard. Pardon, les cracks. Bon, salut. Alors, dans les cracks, il y a quelqu'un déjà qui commence, chat noir qui commence d'entrer. Je m'étais persuadé. Ah oui. Je me suis pointé hier, étant persuadé qu'il y avait un live, je me suis fourvoyé. Du coup, j'ai regardé les sketchs de Kevin sur YouTube, notamment celui sur le raciste au Montreux et celui de Marrakech du Rire, où tu parles de ta petite sœur qui fume des joints pendant le ramadan, mais refuse les bonbons de la gélatine. À la gélatine, du coup, j'ai rigolé comme une baleine pendant 1 heure. Bah écoute, ça fait plaisir, hein, franchement. Ça devient classique maintenant. Bah voilà, ça fait trop plaisir en tout cas. Kevin, je viens de me faire rose par l'IA que t'as publié en story Insta. Ah oui, je sais pas, il y a une IA qui te permet qui se connecte à ton profil Instagram et qui te roast, elle te fait un petit texte ou elle te vanne selon ce que t'as posté. Ouais, je l'ai fait. Ah, tu l'as envoyé, ça, je l'ai pas encore testé. Ouais. C'était rigolo. Merci Alexap qui s'est abonné, merci beaucoup Frangin. Et ben voilà, ça fait plaisir en tout cas de vous voir. On va commencer tranquillement déjà par lire les réactions à la dernière vidéo postée sur YouTube. N'oubliez pas d'ailleurs, je fais mon petit récap, c'est important. Vous nous suivez sur Twitch, ça fait plaisir. Si vous avez Amazon Prime en plus, vous pouvez même donner un sub gratuitement sur Twitch, donc ça fait plaisir. Chaque mois. Sur Spotify, Deezer, etc. Si vous nous écoutez, vous mettez les 5 étoiles, ça fait plaisir. Sur YouTube, quand vous nous partagez, vous nous likez, vous mettez des commentaires, ça nous fait plaisir, on va les lire. Et pour les autres qui sont encore plus chauds, le Tipeee, il est toujours là. Il y a les liens un peu partout dans la description, sur notre Linktree et PayPal, c'est pareil. Là, j'ai donc merci déjà parce que ça nous permet de continuer de faire des vidéos. On espère en faire de plus en plus, vraiment de plus en plus, de devenir un média. Au début, je voulais pas, mais là, ça prend des proportions. Ça fait plaisir parce que la plupart des gens maintenant nous écoutent plutôt que d'aller checker les news. Ils se disent bon, on va écouter ce que le Dr H et le K vont dire. Nous, ça nous va. Franchement, si vous nous soutenez, nous, ça ne dérange pas de faire le sale boulot, de défricher, et puis avec toute l'équipe. Et puis après, qu'est-ce qu'un sub? Un sub, c'est en fait un abonnement payant que tu fais sur Twitch, voilà, qui nous permet, qui peut être fait gratuitement par. Mais qui peut être fait gratuitement, voilà. Si tu as un compte Amazon Prime depuis longtemps et que tu le savais pas, en fait, tu peux lier à ton compte, créer un compte sur Twitch et avec Prime Gaming. Et du coup, ça te permet de faire un sub. Donc un abonnement payant qui nous soutient. Alors Sarah sur YouTube nous dit le bon grain de livret. Ah oui, elle revient sur ce que j'avais dit. C'est une citation de la Bible dite par le Christ. Je ne saurais pas quel verset. Trier le bon grain de livret. Ok, merci beaucoup, c'est gentil. Il y a Michael qui dit j'étais pas un gros fan de Kevin, mais là votre émission est incroyable. Déjà à jour en 2 semaines. Waouh, il s'est mangé 43 épisodes en 2 semaines. Hein. Ah ouais, c'est costaud, hein. C'est 1 heure minimum. Exactement. Gros big up de Bruxelles. De chez nous, la politique française, c'est mieux que WrestleMania. Et maintenant, on a des commentateurs du niveau d'AB3 à l'ancienne. Alors, ça doit être une chaîne de là-bas.
Ouais, c'était peut-être RTL 9 chez nous, hein, le catch. Ouais. Bah, en tout cas, merci. Tu vois, t'étais pas fan. On se met d'accord sur un truc. Bah, tant mieux, je suis content. Carrément. Il y a Karl qui nous dit: je commence à regarder la vidéo, j'ai déjà envie de commenter. Ça commence bien. J'aime beaucoup ce qui concerne la femme, l'enfant. Ma mère, il y a longtemps, s'est retrouvée seule avec 3 enfants. Le mien étant mort d'une leucémie. Non. Mon père étant mort d'une leucémie à 35 ans. Le travail des femmes pour donner de l'amour et tout le reste, ça me touche beaucoup. Ah bah écoute, ça fait plaisir. C'est vrai que beaucoup de gens ont réagi à ce que t'avais dit là-dessus. Docteur H, c'est quelqu'un, machallah. Et force à toi, Kevin, on est ensemble, frérot. C'est Frappe 28 Tintin qui dit ça. Salut les cracks qui débarquent. Par contre, c'est compliqué la manip avec Prime Video. Oui, pour celles et ceux qui font des subs. Il faut un tuto. On reprend un petit tuto. J'en profite aussi pour remercier d'ailleurs les gens qui nous donnent de la force sur Tipeee, notamment Quentin qui dit bravo pour ce podcast très utile et enrichissant. Sandrine qui dit ma contribution. Je vous ai découvert avec des podcasts sur MeToo Spectacle. Depuis, je ne manque aucune vidéo sur YouTube. Bonne continuation et big up à toute l'équipe. Merci, très touchant. Trop plaisir, très touchant. Et Alice qui dit merci pour votre travail, je suis votre podcast avec assiduité, ça nourrit énormément mes réflexions et ma quête de sens dans mes engagements, actions et débats. Force à vous. Tout ce qu'on veut. Ça fait trop tout ce qu'on veut. plaisir. Sincèrement. On va vous lire une petite news HMD, la petite news Hamdoulillah, celle qui fait plaisir, de bon matin. Alors, on va commencer tout de suite avec la petite news HMD du jour. C'est un ingénieur de la ville de Pertuis, dans le sud de la France, Quentin Delvigne, qui a une belle-fille étudiante à Lyon. Elle lui raconte l'agression d'une de ses amies fin 2021 pendant une soirée privée dans laquelle elle a été droguée à son insu. Après plus de 2 ans et demi de recherche, il a développé une capsule de la forme d'une clé USB qui, immergée dans une boisson, est capable de détecter une dizaine de substances, GHB, ecstasy, Valium. Le test est commercialisé depuis le mois de mai. Il sera bientôt distribué dans les festivals. C'est excellent, ça. Wow. Bravo. C'est une dinguerie. Hein. Mais ça, aux États-Unis, parce que toutes les soirées étudiantes dégueulasses, c'est bien. Mais c'est ouf. Non, mais rends compte. C'est génial. Un truc comme ça, tu le mets dans le verre et du coup, ça. C'est ingénieux. Mais alors, en fait, tu sais, Mourad, ce que ça fait concrètement, ça fait une couleur, ça prend une couleur, c'est ça? Si jamais il y a. Oui. Ah oui, comme le pH, oui. Comme le test de grossesse, etc. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Putain, c'est génial. C'est des révélateurs, parce que c'est vrai, il y a des substances, il suffit que tu les fasses révéler. Et tu sais que Mourad, il me disait que c'est mi-HMD, mi-chaud. Oui, non, dans le sens où c'est chaud dans absolument, dans d'accord. Là, ouais. C'est vrai, totalement. Non, t'as raison, Jamel, là-dessus. Mais j'en mets ou sinon éduquer les mecs à ne pas violer. Donc en attendant, bon, voilà. Voilà, en fait, c'est ça. Pendant le téléchargement, là, qui va durer quasiment c'est un vrai 30 débat. ans. Ouais, parce que c'est un vrai débat. Souvent, j'entends ça. Bah ouais, non, mais en fait, les mecs, ils ont pas à violer. Bah évidemment, on est d'accord. Non, mais franchement, c'est vrai. Le delta entre les mecs sont pas censés violer et on va éduquer les futures générations et péter la gueule à ceux qui le font. Il y a un petit laps de temps où il va continuer encore à avoir des choses. Donc si on peut avoir des méthodes alternatives qui nous permettent de temporiser le temps et on ait pété la gueule de tout le monde et qu'on ait éduqué les futures générations. Qui nous évite de recourir au fusil à pompe, c'est bien. Voilà, c'est ça. C'est juste ça en fait. Je trouve ça très bien. Mais évidemment, on est d'accord là-dessus. Ouais, parce qu'en fait, jusqu'à présent, Mourad me disait que ce qui existait, c'était uniquement une espèce de truc en plastique, genre capote, que tu fous sur ton verre, quoi, tout simplement, quand tu bois pas. Pour être sûr que personne dépose en scred une pilule. Une aiguille, ouais. Ouais. Mais tu te rends compte quand même. C'est terrible. Mais le niveau de folie et de fils de puterie pour pouvoir se dire, je vais venir avec une seringue. Tu sais, parce que pendant les festaches, il y avait ce truc. Je vais venir dans une seringue et je vais piquer une meuf, je vais attendre qu'elle. Mais c'est dingue. C'est prédateur, mais dégueulasse fois 1000, quoi, tu vois. Genre, ça rentre pas dans mon logiciel. À l'Assemblée nationale. Oui. D'accord. Le député qui dit non mais c'était ma drogue à moi, je sais pas, j'étais un petit peu stressé ou déprimé. Bah oui, c'est une assistante parlementaire, je crois qu'il a drogué. Hein. Une députée, non c'est une autre députée. Oui voilà, c'est un député qui a drogué une autre députée. Ah ouais, j'avais jamais ce truc-là. Ah mais c'est un truc de fou. Et c'est pas le seul. Et c'est vraiment pas le seul. Ah c'est non mais il y a un truc de malade mental là, vraiment, ce qui pose vraiment problème. En fait c'est-à-dire que en gros t'as les prédateurs. Mais t'as une contamination en fait de la prédation qui commence à concerner beaucoup de mecs. Et on le voit de toute façon, on le voit toujours avec les réactions. Moi, j'ai vu dans les différents réseaux sociaux, dans les différents contenus qui parlent de ce problème-là ou de ce sujet, et tu vois toujours des abrutis finis qui ont manqué 2-3 pétages dedans, qui sont là en train de dire ouais mais de toute façon c'est la photo fille, non de toute façon pourquoi elle a qu'à pas aller dans des soirées comme ça, ou de toute façon c'est toujours la photo mec alors qu'en fait etc. Mais tu te dis mais
Mais il y a un vrai problème éducatif, c'est ça qu'on appelle quand on parle de la culture du viol, parce que c'est ça, c'est un problème éducatif à la fois familial, mais aussi socialisation. C'est-à-dire que quand tu traînes avec les mecs, les bonnes, machin, etc., tu dépasses le stade de l'opinion. Merci beaucoup, Arkil. Et aujourd'hui, t'as de plus en plus de situations, tu vois, justement, où t'as des masculins qui veulent se donner du courage en se caressant mutuellement par des idées foireuses, en disant, ouais, si elle fait pas ça, c'est que c'est une pute, etc. Ouais. Enfin, et tu te dis, mais ne pas réussir, comment dire, quand des hommes n'arrivent pas à valoriser leur propre personne par un minimum de profondeur et qu'ils sont en fin de compte terrorisés par la profondeur féminine et par cette densité en fait d'une personne qui a une moralité, une vision du monde, une éducation, une culture autre, une intelligence autre que la tienne, bah en fait tout de suite les gars ça les terrorise quand ils sont pas habitués à ça. Ouais, c'est vrai. Donc je sais pas quoi, en fait allez dans une bibliothèque et lisez en fait. Vous verrez ça et une douche froide pour certains. Et une douche froide. Et écoutez les podcasts CKR tout simplement. Comme ça, au moins, vous serez... T'as pris ton thé, au fait? Je t'ai pas... Ah si, c'est bon, c'est dedans. Yes. Ouais, parce que je t'ai pas servi. Mais bien joué, Arkil. Ouais, Arkil, je crois qu'il a pris un abonnement pour 2 personnes. Merci beaucoup, Arkil. Franchement, t'es au top. C'est marrant parce que c'est un autre crack s'il lui dit bien joué, Arkil. Non, alors que c'est censé être nous, tu vois, regarde, c'est une famille de dingue. Lui-même, il remercie en disant, bien, ouais. Avant, il y avait beaucoup de personnes qui prenaient des seringues infestées au VIH et piquaient plein de gens en soirée. Non, mais ça aussi. Après, il y a eu beaucoup aussi de légendes urbaines. Oui. Tu sais, dans le cinéma, tu te rappelles de cette légende urbaine? Il y a quelqu'un qui s'est assis. Et oui, dans les distributeurs, il y avait une aiguille, il y avait écrit « Vous êtes infecté du VIH ». Tu imagines la dinguerie de si c'était vrai? Parce que je crois que globalement, il y a le taux de chance que tu puisses être infecté du VIH avec une aiguille qui était en plein air, tu sais, avec du sang comme ça asséché, etc., il est quand même très faible. Il paraît, parce qu'en fait, ça faut vraiment que ce soit directos dans une veine. Dans une veine, ouais, voilà. Exactement. Sur la peau, a priori, non, directement comme ça. Et puis, il faut vraiment que l'aiguille, elle ait et puis, bah, du coup, en fait, si ça a séché tout ça, le microbe, il peut... Mais il y avait, je me souviens, quand j'étais dans mes études de droit, je me souviens qu'il y avait on avait étudié le cas d'un gars qui avait le VIH et qui a fait, en fait, le tueur en série par rapport sexuel, en fait, non protégé. En gros, il le savait qu'il avait le VIH. Ouais, il le savait. En fait, c'est un truc... Il a eu plusieurs victimes. Des hommes, des femmes et tout. Ouais, en gros, il avait une sorte de seum. Non, c'est de l'histoire qu'on a étudié. On l'a étudié, mais c'est un truc de fou. Hein. Ah ouais, c'était très impressionnant comme. Et c'est tu vois le. C'est une dinguerie. Effrayant. Ah oui, Mourad me met pour info, si ça vous intéresse, le fameux procédé là pour déterminer si dans ton verre il y a des drogues, c'est clear-drink.com. Clear, donc genre clair, et -drink, la boisson, .com, tout simplement. C'était dans le cinéma des années 70. Oui, dans les années 90, il y avait beaucoup de bails comme ça. Ah bah voilà, on vous l'a mis sur le chat. On passe directos aux mezzés, les petites news à picorer, parce qu'on est là pour ça. On est là pour les mezzés. On est là pour vous donner les petits sujets de conversation à la machine à café ou à table, en famille, avec vos potes, sur WhatsApp. Et nous, ça nous fait plaisir si ça envoie des vidéos de CKR ou si ça aborde des sujets de CKR et que ça crée des débats, on est content. Tu sais, j'étais à un match de foot US samedi parce que nous, on suit l'équipe des Paris Musketeers qui joue en Ligue européenne. Et Gaëlle a fait un inside, elle a fait une sous-participante. Ouais, en tant que cheerleader. Donc, elle s'est entraînée pendant 2 semaines, etc. Il y a une vidéo qui arrive sur ses réseaux, vous allez voir. Et franchement, elle a assuré. En plus, c'est passé sur Being Sport et tout. Donc, non, franchement, il fallait de l'aplomb. Bravo, bébé. Et en fait, là-bas, j'ai rejoint des potes du foot US pour aller voir le match. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui me disaient qu'ils regardaient CKR, qui aimaient bien. Et ils me disaient, et j'adore ce compliment, ils me disaient, et parfois, oh là là, vous m'énervez, hein, je suis pas d'accord avec vous, hein, mais bon, c'est très bien ce que vous faites et tout. Et je me dis, c'est génial qu'on me dise positivement qu'on n'est pas d'accord. Ça m'arrive très souvent qu'on me dise ça. Oh là là, vous m'énervez parfois, mais vas-y, je vous aime trop. Ou alors, je suis pas d'accord et tout, mais comme vous êtes des bisounours, ça passe. Vraiment, c'est marrant ce truc-là. Mais tant mieux, parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a rien de pire que d'être tiède, tu vois. Oui. Moi, par exemple, tu vois, quand on nous dit, ouais, moi, je comprends pas pourquoi vous invitez pas des gens, machin, qui sont pas d'accord avec vous, vous êtes entre vous et tout. Je vais reprendre la fameuse phrase d'Hamza. Alors déjà, on fait ce qu'on veut. Mais surtout, en fait, c'est justement ça qui fait kiffer. C'est justement de créer cette tension. Le fait qu'on ne puisse pas aller là où on est censé être, à savoir juste être pondéré, etc., etc. Et pour moi, c'est dans ce lieu-là que se trouve peut-être le salut
d'une parole médiatique plutôt gauche, certes, mais qui parle à tout le monde ou qui est impactante, parce qu'en fait aujourd'hui il y a que les gens les droitardés qui se permettent des esclandres, qui se permettent justement de créer des tensions, mais qui fascinent in fine. Regarde l'heure des pros, tu vois, on est là, on déteste, mais ça fascine les gens et les gens partagent et tout. Et du côté et de l'autre côté, du côté gauche, les gens je pense on a l'impression que les gens vont déjà se tacler entre eux dès qu'il va y avoir quelqu'un qui va être un petit peu, qui va sortir un peu, qui va faire un dérapage et tout, il va d'abord se faire tacler par tous les gens de gauche, et même limite parfois des gens de droite qui vont même pas sauter sur l'occasion parce qu'ils vont dire le boulot est déjà fait, alors qu'à droite t'as des gens ils vont dire des dingueries et tout, et à droite il y a cette espèce de consensus de se dire oui on va pas rebondir là-dessus, ça arrive machin, et je pense que c'est sur ce terrain-là qu'on a beaucoup perdu, et qu'aujourd'hui les chaînes d'infos elles ont toutes vrillé et glissé vers l'extrême droite. C'est parce que justement à gauche il y a eu cette espèce d'élitisme, de pas vouloir être trop populaire, de vouloir parler dans un entre-soi, tu vois, machin, et résultat, en fait, vous parlez à personne. J'ai envie de te dire, pour illustrer ce que tu dis trop bien, c'est la tiédeur, elle peut devenir coupable lorsque la situation est extrême. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, se modérer quand tout part en vrille et quand tout est très gravement, justement, excessif, c'est que t'es pas à la hauteur de la situation. Et sachant qu'en plus, nous, on assume, on va en parler tout à l'heure, mais on assume beaucoup le truc de... Moi, je considère que liberté, égalité, fraternité, on va en parler, c'est non négociable. Moi, c'est juste... j'aimerais dire, le seul négociable, c'est le combien. Tu vois, c'est salaire à vie, salaire de vie, oui, pareil, revenu de base, je m'en fous du mot, vous l'aurez compris, ça, c'est de la casuistique, bonus infini. Tiens, une quenardise, la casuistique. Oui, casuistique, c'est en fait c'est vrai ça. Alors, je vais pas le donner technique, mais ça signifie en fait c'est des réflexions sur le langage, sur les termes c'est une manière très savante de dire terminologique. Ah, okay. Tu vois, c'est de la casuistique, c'est on débat sur les termes, sur les mots et le sens des mots. Ok. Grosso modo. Okay. Mais donc tu vois, et en fait, je m'en fous moi du mot. Si tu l'appelles bonus éternel, Super Mario revenu, prime pour la life, voilà, je m'en fous en fait. Daronne à l'abri. Exactement. Voilà, tant que c'est pas Winamax. Mais concrètement, le principe c'est que tout le monde a un revenu de base inconditionnel et indépendant de cette situation, de sa condition à vie. Donc moi le truc c'est ça, pour moi c'est non négociable. Après le seul débat que je veux bien accepter, qu'on fasse un vrai débat, c'est combien, tu vois. Je veux qu'on arrive à ça. Et mais du coup 1500 ou 3500, mais 3500 serait plutôt, tu vois, voilà, c'est ça. C'est pour ça, liberté, égalité, fraternité, c'est c'est l'école pour tous. Donc après c'est l'école, on la met là ou on la met dans le nord ou on la met dans le sud, tu vois. Non, finalement on en met deux. Moi c'est ça, c'est tout ça comme débat. Alors ça peut sembler très lénifiant, très extrémiste, mais c'est pas grave. On aime. Principe. Moi, j'adhère tellement, je passe pour une extraterrestre quand je l'évoque autour de moi. Soraya qui dit ça. C'est bien. Bah, ça fait plaisir. Mais ça infuse, comme l'a dit très bien Kevin. La stratégie du thé, du sachet de thé, on fait infuser les idées. On n'a même pas attaqué le premier médecin en vrai. Oh, type, bisous la team, vous me régalez. Ça fait trop plaisir, type. Merci beaucoup, qui nous écoute des Canaries. Magnifique, sauf que j'ai pas le droit de le dire, type, auquel cas c'est trop tard. Sauvetage en mer. Il y a 15 personnes qui ont été secourues et 7 autres sont encore portées disparues après le naufrage d'un voilier de plaisance. Je pensais que c'était un yacht, moi. Ah non, c'est la news d'après. D'un voilier de plaisance survenu dans la nuit de dimanche à lundi près de Palerme en Sicile en Méditerranée. Et voilà, 11 personnes ont été sauvées d'un naufrage de leur yacht en Corse. Et c'est trop marrant parce qu'il y a un message qui avait été partagé par les répliques qui disait donc on sait sauver les gens qui sont en mer, naufragés en mer en Méditerranée. C'est fou, hein. C'est ouf, hein. Il y a eu des messages pas mal, là, genre Antoine Messon qui dit donc quand c'est des parasites de la société, on a les moyens de les sauver. Mais quand c'est des migrants, on les laisse mourir, tout va bien. Mais ouais. Et ça explique que c'est volontaire. Il faut le dire, c'est grave de le dire, mais c'est vrai, c'est volontaire. C'est volontaire. Ouais. Non, mais c'est même des fois, il y a des phases où ils shootent les bateaux. Ah ouais. Tu vois encore une fois, l'excellent film Elysium. Non. Avec Matt Damon et Jodie Foster. Ouais. Mais qui n'a rien à voir avec la mer Méditerranée. Non, c'est qu'en fait, justement, il y a des migrants qui veulent s'embarquer dans les navettes qui vont aller sur Elysium. Ah oui, voilà, c'est ça, parce que je me disais, c'est un truc de science-fiction. Voilà, sauf que justement, qu'est-ce qui se passe, c'est que des fois, ils en laissent certains passer, et d'autres, ils les shootent. Et c'est ce qui se pratique.
Ah bah c'est clairement une allégorie de ça. Ah oui, non mais c'est bien assumé, hein. Jodie Foster, elle est très engagée, elle est trop stylée. C'est génial. Mais très stylé. L'épisode sera rediffusé, vous inquiétez pas, il sera rediffusé demain comme d'habitude dès 6h du matin, on perd pas de time. Ouais, donc en fait, il y a beaucoup de gens qui ont répondu là-dessus. Nicole, qui dit, et encore une fois, les milliardaires seront responsables de la pollution de la planète. Et Alex, il dit, heureusement pour eux, ils ne sont pas tombés sur Frontex. Et ouais, oui, voilà. Frontex, c'est un dispositif européen là, contre Frontex. Mais... Frontex. Non mais Spontex, on dirait un indice de trading ou de... T'as mis combien sur le Frontex? Non, c'est... Mais ouais, en fait, c'est vrai qu'on va dire qu'on est chiant, tu vois, à chaque fois à souligner. Ouais, mais tout de suite, vous ramenez tout au gauchisme, à l'immigration, etc. Mais en fait, parce que juste, on peut pas ne pas faire le lien quand tu vois qu'on a une facilité à pouvoir sauver des gens qui étaient sur leur yacht. Et c'est bien qu'on les ait sauvés, évidemment. Tu vois, ils vont se noyer, on les sauve. Mais en fait, tu te dis, bah, donc on peut le faire, on sait le faire. Et c'est pas parce qu'on a 200 personnes sur un bateau qui n'ont pas la nationalité de notre pays qu'on n'est pas censé les sauver. Et on a assisté à des scènes, et tu m'arrêtes si je me trompe, en mer Méditerranée, où tu as 2-3 pays qui se renvoient la balle. Absolument. Pour savoir qui doit les accueillir. Absolument. Et en attendant, les gars sont en train de mourir, de se noyer. Les gars, les nanas, les enfants, et qui sont en train d'attendre leur sort. Mais qui les prend du coup? Parce que... Et on fait des réunions au sommet. Tu sais qu'il y avait eu des réunions au sommet au niveau de l'Europe pour se répartir 40 personnes. Non, 40 migrants, comme on dit, hein. Donc 40 expats non volontaires. D'accord ? Ouais. Donc 40 expats non volontaires, des êtres humains, dont des enfants. Qui sont en train de crever 40, dans la mer. 4 États qui sont en train de se dire, bon, on se les partage parce que, oulala, 40... Ça fait beaucoup, hein. Ça fait peur quand même, hein. On voit pas place. Là, je suis à la gorge. Vraiment, c'est compliqué, hein. Mais en fait, surtout que comprends bien que c'est d'une inhumanité, et surtout, en gros, c'est une manière de faire croire que on peut pas accueillir toute la misère du monde. Alors déjà, en fait, si, totalement, parce que d'ailleurs, il y avait j'allais dire une autre chaîne que nous, mais en fait, c'est Loopside, je crois, qui a montré, qui a fait une autre comparaison qu'avec celle que j'avais faite pour les États-Unis. Pour les 10 milliards de... Bah, la Normandie, la Bretagne. Ah ouais? Ouais, la Normandie, la Bretagne, tranquille. Ah ouais? L'humanité entière, et ça sera juste... L'humanité entière, hein. Et ça sera juste la densité d'Hong Kong. C'est marrant, quand même. Mais putain, il y a de la place, en fait. Et c'est pour ça que, oui, on peut accueillir la misère du monde, parce que sachant que la misère du monde, elle va pas venir entièrement. Parce que la plupart des gens, ils se démerdent, ou des fois, ils meurent en chemin de toute façon. Et puis, il y en a tellement dans le monde. Mais en fait, il faut se rendre compte que, justement, si même on ouvrait les vannes, comme le disent les gros tarés, inhumain, parce que c'est toujours ce principe d'établir des hiérarchies entre les êtres humains. En gros, je veux pas, moi je suis pas non plus, je suis pas un partisan d'une culpabilisation du confort. C'est-à-dire que si nous on vit dans un pays où en fait on a des droits, on a des revenus, on a un système de sécurité, de santé, etc. Je vais pas, il s'agit pas de culpabiliser en disant que oui, il faut penser qu'aux autres et que nous c'est dégueulasse, que nous on est tout ça au détriment des autres. Non, je considère justement que ce que je vis, moi je veux que tout le monde le vive. Moi, je veux que tout le monde profite de ça. Et cette mythologie, comme on l'a dit la dernière fois, malthusienne, de dire « Oh non, mais c'est pas possible ». En fait, si, c'est très possible, c'est trop possible même. C'est tellement trop possible que, en fait, c'est dégueulasse de juste faire comprendre le contraire. Quand tu constates qu'en France, on assiste à une véritable désertification. Bah ouais, ça c'est clair. Je le dis souvent pour ceux qui nous écoutent, hein, mon daron habite à l'île de Léron. Son rendez-vous ophtalmo qu'il a pris au début d'année 2024, il aura lieu en mars 2025 ou un truc comme ça, t'imagines? Mais c'est ça. Un an pour l'ophtalmo. Et t'as des gros malins qui viennent te dire oui, mais c'est pas des diplômés qui viennent, etc. Alors déjà c'est faux, parce qu'il y a des diplômés qui sont en mode dans des bateaux de fortune, etc. Ça c'est d'une. De deux, toute la thune que vous utilisez pour vos projets racistes, tarés, dégénérés, en fait cette thune-là, vous l'investissez dans des universités qui permettront précisément d'accueillir, dès qu'il y a des expats involontaires, hop, on les prend. Comme ça, on les forme, on en a besoin. Ah c'est pratique, ça. Sauf que tu remarqueras que même pour nos nationaux, on ne le fait pas. Tu vois ou pas? C'est-à-dire que par Parcoursup, etc., on fait en sorte que nos jeunes qui viennent de nos quartiers, etc., nos chances pour la France, comme le disent les droits tardés, voilà, exactement, qu'en fait, on les empêche, tu sais, avec cette légendaire règle de ne pas autoriser le redoublement au concours de médecine. Tu dis, au nom de quoi? Au nom de quel principe? On n'a pas assez de médecins? Vous jouez à quoi, en fait? C'est quoi votre jeu malsain? Parce qu'en fait, vous savez très bien qu'un redoublement est très coûteux pour quelqu'un qui n'aurait pas les moyens dès le départ. Donc, ça fait renoncer à pas mal de monde déjà d'y accéder.
Et qu'ensuite, ceux qui ont les moyens de ne pas trop se louper, ce sont ceux qui ont déjà des conditions matérielles. Même si, il y en a plein des exemples, hein, d'enfants d'immigrés, d'enfants de personnes prolétaires, etc., qui ont réussi en médecine. Mais c'est pas assez. Ce n'est pas assez. Et qu'est-ce qu'on fait? On en recrute à l'étranger. Alors cette fois-ci, ceux-là, on en veut, hein. Alors, on en veut des médecins tunisiens, des médecins algériens, des médecins marocains, qu'on paye quasiment autant qu'une infirmière, des fois. Ah ouais. Donc, ouais, je dis infirmière parce que c'est très féminisé, justement, en l'occurrence pour ces raisons. Et concrètement, tu vois que sur tous les plans, même boulangerie, etc., mais quand on parle de désertification, il faut comprendre ce que ça signifie, hein. Et ça, en fait, mais on n'a pas assez de monde. C'est simple. Et d'ailleurs, tu vois, tu parlais des 40 personnes, on ne sait pas accueillir, machin, je vois que là, tu vois, c'est sur le site de l'UNHCR, l'Union des réfugiés des Nations Unies, l'agence. Il y a environ 17 000 réfugiés ukrainiens qui ont été accueillis en France. 17 000. 17 000. Hein. On a combien de communes? Je crois qu'on en a 36 000. Ouais, peut-être, à peu près. Ouais. Voilà, faites le calcul. Non, mais c'est pour ça que je te rends compte que quand il y a des bateaux avec 100, 150 personnes, ils pètent des plombs. Mais on peut pas, là-haut. 36 000 communes. C'est-à-dire que si tu as un minimum de politique, toute la thune que vous utilisez pour des trucs dégueulasses, en fait, vous l'utilisez pour répartir. Faites une agence d'accueil où vous donnez les papiers... 34 955, c'est ça. Voilà, vous donnez systématiquement les papiers à ceux qui viennent. Ah ouais, quelle horreur, ouais, quelle horreur, ouais. Bah, ferme les yeux, mets-toi un pince-nez, ce que tu veux, un bonnet de bain. Et ensuite, tu vois, tout simplement, hop, tu vois la personne qui arrive, ah bah, il y a une ville, ils ont vachement besoin. Bon, bah, ok. En fait, c'est ça. Moi, je pense que on devrait. Tu vois, ils vont remarquer que. Moi, je suis pour une régulation de l'immigration si, enfin, tu vois, genre. Quasi instantané si il y a une répartition justement dans toutes les zones selon les compétences, etc. Parce qu'il y a plein de zones en France où on est en galère. Mais totalement. Et qu'on va pas attendre que les gens se décident à faire 15 enfants pour le réarmement démographique. Ça se décide pas comme ça. Hein. C'est mort en fait. Hein. D'ailleurs, c'est mort. Hein. Ouais, voilà. Non, en fait, mort. déjà, c'est mort parce que le mec qui le demande, déjà, lui-même, il l'a pas fait. Voilà, donc, genre, t'as envie de dire, de base. Cousin, déjà, pour tout l'exemple. Voilà. Ça va être dur, on a compris. Donc, et puis, on a besoin d'immigration. C'est pas style, on a besoin parce qu'on est de gauche et qu'on aime trop la mixité. Moi, c'est juste qu'on aime trop la science, en fait. C'est Demba qui joue du djembé, machin. Non, on n'est pas dans les bails comme ça, nous. On est juste dans un truc factuel. T'as les graphiques des Lucides sur la démographie, ils sont sans appel. Hein. Ce qu'on appelle le solde démographique et le solde migratoire. Ah, c'est même moi, j'en étais même pas conscient à ce point-là. C'est chaud, hein. Il comble la peine, hein. L'immigration comble à peine notre problème démographique. Donc, à un moment donné, après, c'est comme vous voulez, hein. De toute façon, si vous voulez rester dans l'option rance, aigrie, etc., bah, vous mourrez comme ça, et puis par contre, cette fois-ci, personne ne viendra vous torcher. Oh, c'est tout, hein. Ouais. Après, ça, c'est comme vous voulez. On a largement assez de monde en France, déjà, si tous les gens de Twitch allaient bosser. Je suis même pas sûr que... Je pense que Twitch, ça doit être la plateforme qui réunit le moins de monde parmi toutes les plateformes... tu sais, réseaux sociaux, machin qui existent. Faut pas croire, hein. Twitch, c'est un petit milieu. Hein. C'est pas. TikTok, ça doit être pas mal quand même. TikTok, ouais, ça doit être quelque chose. Et Snap, je crois que c'est démentiel, il paraît. J'ai jamais mis les pieds là-dedans, mais. Ah, tiens, on nous dit, Chankrel qui dit, on est en galère de soignants dans mon département, ça s'empêche pas d'envoyer des OQTF à des médecins étrangers qu'on devrait former, sans compter les agriculteurs qui prennent jamais de vacances, personne trouve à embaucher, du coup les patrons on part à chialer à la préfecture qui laisse travailler les migrants. Putain. Oui, bien sûr. Et puis, parlons de la restauration. Il y a Dax qui dit c'est des Lannister en fait qui veulent pas d'immigration pour se taper leur sœur. Non mais c'est un truc de fou. Mais, je te jure, ça va se poser des questions. C'est des gens bizarres en fait. C'est chaud. C'est pour ça qu'il faut comprendre, c'est pas une opinion ce qu'on est en train de dire. Hein. C'est juste du bon sens. Hein. Ce n'est pas une opinion. Ouais, bien sûr. Après, les gens, vous faites ce que vous voulez. Hein. Si effectivement, non mais vraiment, s'il y en a, ils veulent ken leur sœur parce que je sais pas, ils préfèrent rester entre familles. Bah après, ça c'est, il y a des bails comme ça. Hein. C'est le bail de beaucoup de royauté, de beaucoup de familles qui veulent garder des fortunes. Bah ça, on sait. Hein, de toute façon. Ouais, c'est ça. Après. Tiens, un autre mezzé, la scène. Tiens, une question pour toi, docteur. Vous pensez quoi de docteur, vous pensez quoi de la pensée de Franck Fanon, de France Fanon? Un État colonial est un État cisra par définition. On parle d'État, pas de peuple. Donc pour l'accueil-refuge. Ah oui, en fait, un État colonial est un État raciste par définition, oui, absolument, parce que c'est le principe, sinon, parce que, comme on dit, il ne peut pas, en gros, comment tu légitimes le fait que tu envahisses un autre pays? Il y a une bonne vidéo d'Histoire Crépue là-dessus, allez checker sur YouTube, qui explique l'origine du racisme, et du coup que ça a été créé
par justement les colons. Oui, pour légitimer. Pour légitimer la raison pour laquelle ils vont servir. C'est la base du... En fait, dis-toi que le principe fondamental, ça c'est toujours un peu difficile parce que c'est pas ce que vous entendrez le plus en sciences politiques aujourd'hui. Mais par définition, le pouvoir est arbitraire. Par définition, le pouvoir, c'est arbitraire. Parce que c'est, pour ceux qui ont fait un peu d'histoire du droit ou de la politique, c'est pas la taille des cheveux longs, comme c'était l'époque des Francaliens pour Clovis, parce que s'ils avaient des cheveux longs, ça voulait dire qu'ils étaient très forts. Ah oui, c'est pas le charisme, c'est pas la piété, c'est pas les succès militaires. Tout ça, c'est du baratin, en fait. On essaie de coller un petit peu en disant, si, lui, il a quand même fait pas mal de victoires, donc il mérite d'être le patron. Mais il mérite d'être le patron de quoi? Il mérite à la limite d'être patron d'une bataille. Mais il peut pas être le patron de tout le monde. C'est pas si logique que ça. Non, pas du tout. Et en fin de compte, tu constates que jamais, en fait, il n'y a une vraie logique fondamentale au pouvoir que par celle qui s'impose par elle-même. C'est-à-dire créer une légitimité. Ah non, mais moi, si j'ai le pouvoir, c'est parce que c'est Dieu qui m'a mis en place. Pourquoi vous posez la question? En fait, c'est aussi simple que ça. À quoi? C'est moi le patron? Bah, parce que je suis un mec. Je veux dire, c'était évident. À quoi? On les a colonisés? Bah, c'est normal, c'est des races inférieures. Ils sont primitifs, ils n'ont pas encore évolué. Mais c'est pas grave, hein. On va les aider. Mais juste, ils sont encore à la maternelle. Nous, on va leur apprendre à faire des Lego un peu plus. Tu vois, c'est les entreprises de légitimation. Merci, Schnappy. C'est vraiment ça. Il y a quelqu'un qui disait, c'est malsain, qui dit CHU de Reims, vous avez des médecins titulaires d'origine étrangère à 1 700 € par mois, car diplôme pas reconnu, qui travaillent avec des médecins à 9 000, 10 000 € par mois, car bien français, mêmes heures, même travail. Ouais, c'est beau, hein. C'est très très beau. Ouais, et ça, en fait, d'ailleurs, c'est l'exemple que la personne vient de donner là, bah c'est franchement, c'est illustration de François Fanon. Tu dis, mais au nom de quoi en fait? Ouais. Parce que attention, non mais c'est même heure, même travail. Non mais les gars ils opèrent. Hein. Tu sais, ils sont, enfin il y a des anesthésistes et tout, il y a des anesthésistes, il y a des pédiatres, des gynécos, tout. Enfin c'est des trucs de malade. Donc en fait tu fais et là tu dis. Bah alors attends. Ouais. Au nom de quoi? Au nom de quoi, ouais. Il touche moins. Je comprends pas. Il fait la même chose. Ouais. Ah, c'est parce qu'il a pas le bon passeport en fait. Ah merde. Ah, c'est embêtant ça quand même. Et c'est ça en fait, c'est l'arbitraire. Tu vois, c'est la légitimation. Ouais, bien sûr. Et donc par nature, oui, effectivement, un État. Et c'est pour ça que on reviendra. Bah par nature, un État est lui-même aussi arbitraire. C'est-à-dire que des fois, il prétend qu'il est au service du peuple dans une démocratie. Sauf que on constate bien que là c'est pas prévu pour. Ah oui. Il y a Morgan de 59 qui veut absolument se mettre à dos tout le monde, qui dit ce sont des fantaisies, ils ne sont pas payés 1 800 €. Alors Balsin lui dit je suis infirmier et j'ai vu de mes yeux, vu avec fiche de salaire à l'appui. Oui. Et non, Morgan dit la caricature. Tu ne les as pas vraiment vus, ce ne sont pas tes yeux. Tu es en proie. Tu as été en proie du GHB qu'on a mis dans ton verre, un GHB de gauche qui t'empêche de voir la vérité, tout simplement. Allez, on passe à un autre. Morgan, il veut nous faire. Il y a Nafta qui dit je suis à 2 doigts de relancer un Hamza anarchiste. J'adore cette base. Là, alors là, ça c'est drôle. Déjà, on va parler d'Amélie Oudéa-Castéra. Et petite parenthèse, en ce moment, je rattrape je me refais tous les l'attaque du Titan avec Gaël. Et putain, les Titans, ils ont beaucoup de dents. Et ils ont vraiment le même sourire qu'Amélie Oudéa-Castéra. Je sais pas si vous avez checké. On dirait vraiment un Titan. Et la scène, c'est une révélation de Mediapart. La scène était complètement souillée. Quand Amélie Oudéa-Castéra s'y est baignée, révèle Mediapart. C'est chaud. L'eau était impropre à la baignade, d'après les relevés de l'ARS, gardé secret pendant les JO. Ah, donc c'est l'ARS, c'est l'Agence nationale de la santé. Attention, ouais. C'est sérieux. Hein. Donc c'est pas... non, c'est pas source, t'inquiète. C'est grave. C'est chaud. Et elle a été là. C'est pour ça qu'elle a crié comme une dingue, là. Sa peau, elle a commencé à la démanger ou un truc comme ça, je sais pas. Attends, Morgan, t'es dur un peu avec nous. On te laisse un peu dans le chat encore un peu, mais tu sais qu'il y a des monos où d'un moment ils vont se dire vas-y, Taras. Non, en fait, il dit non, mais le but d'une discussion, c'est pas de s'auto-admirer dans vos conneries. Ah merde. Mort de rire, c'était le gant, j'ai dit Loubiano, je te jure. Bref, Morgan, on te laisse aux mains des autorités compétentes, on verra ce qu'il en est. Mais donc ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont mis ça sur le X, sur Insta, en disant on s'est vraiment comporté comme une famille qui reçoit des invités, tu sais, qui cache tous les problèmes pendant les JO de Paris. Même les plus dangereux pour les invités. Non, mais vous vous rendez compte, ils nous ont
fait une propagande. C'est ça. Ça n'a pas d'autre mot. Pas d'autre mot. Propagande pour cacher, avec mensonge éhonté, pour dire non, l'eau, elle est bonne. Regardez l'autre là qui était en burkini là. Mauvaise grippe. Ouais. Après t'en as qui ont vomi, tarlé ouf, machin. Morgane il a bu l'eau de la Seine. Oh, vous l'avez terminé, miskin. La Sénoise, je te jure, ça fait le sketch des inconnus, la Sénoise. C'est ça. Non mais c'est abusé. C'est vraiment ça. Ils sont vraiment foutus de notre gueule, les gars. Vous avez joué avec la vie des gens juste par ego, pour prouver que. Parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui avaient commenté très, très gentiment, justement, qui expliquaient que non, mais c'est un projet qui date depuis longtemps et qui est nécessaire, c'est celui de l'assainissement de la Seine, etc. Après, moi, je suis pas du tout expert, donc j'en dirai pas plus, mais parce que j'ai entendu d'autres qui disaient que, bah non, on peut pas, en fait, un fleuve pareil, exposé à autant de pollution, en plus. Il y a des bateaux qui passent. Bah, en fait, c'est ça qui me rend ouf. Mais parce que tu sais qu'il y a plein de chantiers. Il y a plein de chantiers en bord de Seine. Mais vraiment. Ah ouais, bah oui. Et il y a beaucoup d'eau usée qui sont dégagées. C'est ça, en fait. Donc, je veux dire, c'est toujours en amont qu'il faut régler ça, mais. Oui, c'est pas là. Après, moi, je sais pas, hein. Si c'est vraiment possible, j'avoue, je suis pas au courant. Ça doit être colossal. Franchement, je suppose, en tout cas, que ça doit l'être. Mais il y a Mourad qui soulignait quelque chose de super intéressant comme point de vue. Parce que c'est Mourad, il est incroyable. En fait, il disait c'est dingue parce que tu sais, par rapport du coup aux JO, je parle de ça parce qu'on parle de la Seine, des JO, etc. Ils se sont tous vraiment vantés de se dire bah vous avez vu, personne n'y croyait, tout le monde disait que ça allait être un fiasco, et regardez, on l'a fait, de fois. Hein, tout s'est bien passé. Alors, vous dites quoi là, les peines à jouir, vous avez vu, hein, ça parlait des JO, ouais, ça va être et au final, ça l'a pas été. Et en fait, Mourad, il disait, bah, c'est normal, en fait, quand tu sais que t'as un truc qui devait te coûter 4 ou 5 milliards d'euros, que t'as décidé d'en mettre 8 ou 10, et que t'as mis tous les efforts nécessaires, que t'as recruté même des policiers du monde entier, que t'as mis vraiment, mais tout, que t'as dégagé des SDF, des étudiants, etc., que t'as tout mis en œuvre, et que tu t'es endetté. Tu t'as endetté donc les Français. Et on va pas gagner quelque chose apparemment. C'est ça. Et que t'as endetté les Français, bah c'est normal qu'en fait tout soit bien passé. Et franchement, Manu, tente un truc, genre tu vois, apparemment à Slip, il faut 1,5 milliard d'euros pour assainir tout le système d'eau aux Antilles. Ouais, ok. Mais tu sais quoi, mets 3 milliards, tu vas voir que tu vas faire des dingueries. Ça va être beau. Mets 3 milliards, tu vas dire wow, c'est encore mieux que ce que je pensais. Ouais, c'est fou, hein. Les hôpitaux, je sais pas, il te faut 8 milliards, mais 15, tu vas voir. Wow, comment ça tombe trop bien, c'est un truc. Puis il a des bons potes, visiblement milliardaires, donc il a qu'à leur demander. Hein. Ah bah, Bernard Arnault, il vient souvent à l'Elysée, il paraît. Hein. Ouais, bah, Bernard Arnault, il peut ralasse tranquille. Hein, j'ai l'impression qu'il est en train de récupérer de la thune. Lui, c'est comme si il te faisait un PayPal. Hein. C'est comme si, tu sais, c'était un chapeau pour lui. Mais quand tu payes au chapeau à la fin. Bon, allez, un petit 10 milliards, vas-y. 10 milliards, qu'il ne les sentira pas passer. Non, mais ce que je veux dire par là, espèce de bouffon, là, c'est que tu peux pas te la raconter à dire tout s'est bien passé si t'as sorti de l'argent magique que les gens vont devoir halas de toute façon, et ensuite dire bah vous avez vu ça s'est bien passé, bah tout se passe bien quand on décide de sortir de l'argent de notre trou du cul de je sais pas d'où, c'est normal, tout simplement tout se passe bien, tu peux assainir les eaux, tu peux avoir des hôpitaux de ouf, tu peux avoir des transports de ouf dès que tu mets de l'argent, l'école de ouf, des hôpitaux de ouf, c'est normal, donc te la raconte pas, c'est normal, et si tu veux continuer de te la raconter, franchement moi ça me va, bah fais-le sur tous les domaines que je t'ai énoncés et tu vas kiffer. Ah, vraiment tu vas voir, c'est incroyable. Tout va bien se passer et tu pourras te la raconter. Bah, vous avez vu, les hôpitaux, ça fonctionne bien. Bah, moi, franchement, s'il fait ça pour ensuite se la raconter, ça me dérange pas tant qu'il améliore les conditions de vie. Sinon, guillotine. Voilà. Tout simplement. Voilà. Histoire de le motiver un petit peu. Mais voilà, c'est ça. Soit l'un, soit l'autre. Hein. Non, tout est dans la modération. Ouais, tout est dans la modération. Non, mais vraiment, franchement, il me rend ouf. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut pas rentrer dans ce truc-là. Mais néanmoins, je ne suis pas une peine à jouir ou un peine à jouir. J'ai été très content de ces JO. Je me suis surpris à me lever le matin, à mettre France 2, puis France 3, puis France 2, puis France 3. Tous les matins, c'était horrible, les bascules. Il y a carrément un compte Twitter, les bascules de France Télévisions qui est sorti et qui te montre tous les moments où tu sais, t'es en pleine épreuve et d'un coup... C'est le moment de basculer, attention. Non, mais franchement, je veux dire, il y avait plein de chaînes, plein de trucs et les gars, ils ont fait de la merde. Je suis pour la solution de Dr H, la guillotine. Bah, au bout d'un moment, frérot, big up à Greg Guillotin. Ça devait être un de ses ancêtres, en vrai, hein, c'est ça le pire. C'est très probable. Parce qu'il s'appelle comme ça, le inventeur de la guillotine. Oui, tout à fait. Un génie. On aurait pu le mettre en HMD. Succès pour Artus. Artus, mon sosie blanc, a fait un film que j'ai toujours pas vu, je suis désolé, frangin.
Je lui ai dit que j'allais le voir, je le félicite régulièrement parce que là, il a dépassé les 10 millions d'entrées. C'est le 36e. Ouais, c'est le 36. Non, le 12e de tous les temps. C'est le 12e plus gros. Je pensais que c'était le 36e plus gros français. 12e? Non, 36e tout confondu. Ah, tout confondu? Ah, 12e. C'est beaucoup, et 12e français. Bah oui. 12e plus gros. Attends, quand on dit 12e gros plus gros, on est. Succès français. C'est la même liste que La Grande Vadrouille et compagnie, là, tout ça? Que Intouchable. Ouais, c'est ça qu'on est en train. Que Bienvenue chez les Ch'tis et tout, ouais. Parce que La Famille Bélier, ça avait fait 9, je crois. Et dans les top 20. Et Mission Cléopâtre, je crois que c'est 12 millions, tu vois. Donc, c'est une dinguerie, hein. Bah, magnifique. Franchement, bravo. Bravo. Franchement, bravo, Frangin. Bravo, parce que c'est son premier film qu'il a réalisé. Ah ouais, je savais pas. Ouais. Ça, je savais pas. Ok. Il a déjà joué dans le film, mais par contre, son premier film en tant que réalisateur, c'est pour ça que j'ai... Ok. Et alors, le film a été refusé par de nombreux producteurs, d'ailleurs. Ah bah. Ça me fait penser à... Donc, ouais. Non, c'est vrai que le système de financement des films en France, il est assez particulier. Avec Hamza, on a eu l'occasion de vendre un projet de film incroyable. Je vous en avais parlé dans un live qu'on n'a jamais publié sur YouTube, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et en fait, pour celles et ceux qui sont pas trop au courant de comment ça se passe, c'est pas style tu trouves des producteurs de cinéma et le truc commence. Non, en vrai, ça c'est que le début de l'histoire, mais malheureusement, c'est loin d'être le milieu et encore plus la fin. Si vous voulez, le producteur, il vous achète les droits du film. C'est-à-dire qu'en gros, il se réserve le droit pendant 1 an ou 2 ans ou 3 ans d'être le seul à pouvoir monter le film. Mais sauf que pour le monter, il va pas mettre de l'argent de sa poche, non. En fait, il va devoir faire appel à plein de fonds d'investissement, donc des chaînes de télé, qui en échange vont avoir le droit de diffuser le film, tu vois. Il va y avoir aussi le CNC, le Centre National Cinématographique, qui est un des fonds principaux. C'est nos impôts. C'est nos impôts, les entrées et les entrées. Oui, voilà. Oui, c'est un mélange de tout ça. C'est ça. C'est un fonds public. Bon, là, par contre, le CNC, je vais pas vous mentir, avec Mourad, sur plein de projets, on a fait appel au CNC. Même quand on avait des projets béton, on s'est fait dégager. Et après, quand tu regardes qui y avait dans le conseil, tu reconnais quelqu'un avec qui tu avais eu une histoire ou une embrouille, machin. Tu fais, ah, ok, d'accord. Donc ça, c'est un peu nul, tu vois. Alors qu'à l'inverse, tu as des gens au CNC qui peuvent y aller et ils auront toujours, ils ont la carte, tu vois. Donc ça, c'est un peu un système inégalitaire, on va pas se mentir. Oui, normalement, le CNC devrait être un jury populaire. Ouais. Et pas un jury composé de gens du milieu. Et à la limite, tu mets un truc paritaire avec des gens du milieu. Ouais, c'est clair. Qui sont tournants, mais ils ont pas la voix prépondérante. Bah ouais, non, mais totalement. Parce que c'est nos impôts, encore une fois. La CNC, ça devrait être comme le bac, les projets devraient être anonymes, dit Mourad. Oui, je suis d'accord. Mais c'est ça, parce que c'est pas la boîte à leur daron, en fait. Bah, le CNC. Hein. Qui est le Harvey Weinstein français? Oula, il y a des problèmes. Dans quel sens? Dans le sens qui produit bien, qui fait des succès, ou dans le sens qui est chelou avec qui est un prédateur sexuel? Voilà. Est-ce que c'est très décorrélé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, le tout puissant? Non. Thomas Langman, Claude Berry. C'est son père? Ah oui, c'est son père. Claude Berry. Il est décédé. Claude Berry, c'était Bienvenue chez les Ch'tis, c'était Astérix Obélix, je crois, Mission Cléopâtre, tout ça, machin. Thomas Langman, il a pris la suite avec Astérix Obélix, ouais. Non, mais il a pas fait The Artist aussi, je crois. Hein, Après, là, si je devais rentrer un peu plus deep dans le détail, le producteur du moment pour moi, c'est Hugo Sélignac, de Shifumi Productions, qui a produit justement le film, j'ai vu dans le chat, vous en parliez de Richie et Golo. Shifumi Productions, c'est, je sais pas moi, Bac Nord, c'est tous les films à succès du moment, là, en vrai. Attends, je vais taper Shifumi, mais en gros, pour moi, c'est le gars puissant du moment. Après, c'est assez tournant, sinon. Mais oui, Thomas Langman, oui, qui a eu des doses aussi. Hein, je voyais, il a eu des doses. Pas un peu dégueu. Un peu un euphémisme. Shifumi, Le Grand Bain, Shifumi, En passant pécho, Mandibule. Bon, les films de Dupieux, souvent. L'amour ouf, ça, c'était le film. Mais c'est pas vraiment le Big Boss, ça. C'est pas un Big Boss que tu mentionnes, si? Bah, en ce moment, c'est le mec, quoi, du moment. Vraiment. Mais c'est pas pareil, parce que c'est comme au States, il y a des producteurs du moment, mais le Big Boss est toujours resté Weinstein, tu vois. Ah ouais, mais là, on parle en France. Oui, non, mais je veux dire, en équivalent. Toi, tu penses que c'est un équivalent? Parce qu'il y a ceux du moment, même au States, il y a ceux du moment. Non, c'est pas un équivalent, c'est vraiment... Voilà, ouais, parce que là, je pense qu'ils interrogeaient surtout le Big Boss, en fait. Bah ouais, pour moi, c'était Langman, Berry, ou même Sédou, tu vois. Le Jérôme Sédou, le boss de Pâté. Ah, je savais pas.
et donc l'oncle de Léa Seydoux, mais qui s'est démerdée toute seule pour devenir comédienne, hein, évidemment. Comme son tonton. From scratch, voilà, elle était là from scratch. Comme son tonton. Et donc Seydoux, lui, produit... ouais, si, j'avoue, en vrai, je pense que c'est Seydoux, hein, Ah, d'accord. C'est la famille, c'est une grosse famille en plus. Ah, d'accord. Ouais, tu vois le truc là. Parce que ça a commencé avec Michel Seydoux, un homme d'affaires producteur de cinéma français. Ah, d'accord. Et voilà, dans la fratrie, il y a Jérôme Seydoux, Nicolas Seydoux. Et on a Léa Seydoux aussi, voilà, tu vois, comme je te disais. C'est doux, hein. C'est doux. Ah oui, le LOSC aussi. Ils ont eu le LOSC de 2002 à 2016. Ah, c'est doux, hein. C'est doux. C'est doux d'être Seydoux, hein, franchement. C'est très, très doux. C'est très, très doux. Filmographie sélective. Sélective, en plus. Ouais, sélective. Donc, voilà. Ok. Bon. Ma foi. Mais ouais, Pathé, Pathé, je crois que c'est eux qui ont fait qui ont dit, je sais pas si c'est pas eux qui ont le premier cinéma qui a été créé, c'était Pathé, je crois. Si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y a Pathé frère, ouais. Je sais pas si vous savez dans le chat. Je vais checker vite fait là sur le truc de Wikipédia. On va voir en 2-2 s'ils le disent. Parce que je crois qu'ils racontaient qu'ils avaient diffusé les films des frères Lumière. 127 ans, ouais, effectivement. Création 127 ans. Ouais. Historique, voilà, Charles Pathé, l'un des premiers à reconnaître le potentiel de la nouvelle génération d'inventions, machin. Une nouvelle invention, le phonographe créé par Thomas Edison, faisait le tour du marché et tout. Et lui, Pathé achète son propre phonographe. Oui, je crois qu'il a diffusé les Frères Lumière. Voilà, à cette époque, les Frères Lumière avaient déjà réalisé leur premier film. Le succès de ces derniers allait encourager Pathé à... Ah non, voilà, c'était la même époque. Donc il est là depuis. Hein. C'est ouf. Ah ouais, non. Pathé, c'est... Voilà. Enfin, c'est plus les Frères Pathé, c'est ça. Hein, c'est les Frères Pathé. Mais c'est plus les Frères Pathé, là. Non, non. Bah, il y a toujours... Ils sont tous dans le pâté, quoi, de toute façon. Hein, on va pas se mentir, ils sont... Voilà, ça c'était la petite parenthèse cinéma. Claude Zidi, ah oui, en prod. Ouais, aussi, Claude Zidi, c'est vrai, pas bête. Je sais plus ce qu'il a fait, lui, mais ouais, pas bête. On va changer, hein, toujours dans le mezzé, on va aller dans des trucs moins gauleries. Gaza, il y a 15 membres d'une même famille, dont 9 enfants, qui ont été tués dans une frappe israélienne. Et on se disait, avec Mourad, tant que ça ne s'arrêtera pas, on se doit en parler parce qu'il faut que ça cesse, même si effectivement... oui, franchement, oui. On a que ça, en fait, en termes de pression, parce que... Après, moi, ce qui me rend ouf, c'est de voir comment... bon, là, j'avoue, j'ai pas trop regardé les chaînes d'infos, ou j'ai pas trop écouté la radio. Mourad est plus au fait de moi là-dessus. Je sais pas si ça continue à fond, les propagandes, machin. Ils ont un peu... Non, c'est pas ça que je regarde. Ah, tu regardes pas, d'accord. Je me suis dit, ah, super. Non, bah... En fait, le truc, c'est que, par contre, quand tu regardes sur les réseaux, tu vois que sur les réseaux notamment d'Arthur ou de Rachel Kahn, ils ne lâchent pas l'affaire avec la propagande. Mais genre, là, par exemple, Arthur, la dernière fois, il a partagé une vidéo sur Ima Hassan pour dire qu'elle s'était rendue en Jordanie, qu'elle était une manifestation, il n'y avait que des hommes, ou c'était une manifestation pour rendre hommage aux mecs du Hamas, que c'était une manifestation du Hamas et qu'elle était là, alors qu'il n'y avait pas de femmes, à part des femmes voilées, et elles étaient très rares, et ils ont mis une photo d'une femme voilée pour justifier. Ah oui, il faut savoir que Arthur, quand il partage cette vidéo-là, c'est une vidéo façon brute, tu vois, avec une voix off et des images, avec une petite musique et tout, c'est très bien monté tout ça. Il n'y a pas de signature ni de médias, ni de journalistes. C'est une vidéo qui est partagée comme ça. Donc ça, clairement, c'est de la propagande. Mais est-ce que c'était des gens qui s'apprêtaient en fait à massacrer des familles entières en bombardant des civils innocents? Je sais pas, je pose la question. Non. Donc il allait se faire foutre. Donc ouais, voilà, c'est tout. Parce que en gros, le truc... Non mais sincèrement, en gros, c'est de leur faute, hein, au Sionard. Hein. C'est que, en fait... Vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est simple. En fait, on pouvait vous entendre jusqu'au 8 octobre au soir. Voilà. Et à partir du moment où vous avez shooté, mais c'est-à-dire qu'il faut juste regarder les images. Alors oui, parce qu'il faut aider Geneste, apparemment, elle a du mal avec... faudrait qu'elle soit entourée par des géoguesseurs pour qu'elle comprenne un petit peu comment ça se passe dans le monde réel. Bah justement, là, on a le tweet. Elle a dit, pour celles et ceux qui n'ont pas l'annonce, enfin, qui n'avaient pas vu la ref, Véronique Geneste et qui est Julie Lescaut, elle a mis un tweet pour dire: cessez de diffuser des photos horribles d'enfants blessés à Gaza provenant de la propagande du Hamas. Avec l'IA, on sait que la plupart sont créés de toutes pièces et l'étalage de ces horreurs est tellement impudique qu'elles produisent l'effet inverse.
C'est saisissant. Quelle raclure, celle-là. C'est très saisissant. Et il y a quelqu'un qui lui a répondu en mettant un reportage de France 2. Ah bah putain, France 2, ils sont super bons en IA. Et en propagande, bah, grave. C'est connu en plus, hein. Ouais, Surtout connu, France 2, c'est connu. Hein. France 2, là, l'IA... Non mais ouais. Bah, c'est surtout, c'est juste que c'est dommage parce que elle est visiblement pas au courant. Tant mieux. Tant mieux. Elle n'a pas été exposée à ces choses impudiques, mais elle n'est pas au courant des captations qui sont faites en live de bombardement. Mais c'est-à-dire que, en fait, sincèrement, sans même aller sur les corps déchiquetés, sur les cadavres d'enfants, etc., sans même aller là-dedans, faut juste regarder. Et tu sais quoi ? Regarder les images de l'armée israélienne. Tu vois, tu vois comment on dit sur les fake news, etc. Des fois, faut pas les chercher, c'est vrai. Au lieu de justifier, de dire non, mais les Palestiniens, c'est pas des menteurs, c'est pas de la propagande. Allez, on va même pas aller de ce côté-là. On va aller du côté des ressources israéliennes. Tu te souviens l'interview du porte-parole du gouvernement israélien avec Piers Morgan ? Ouais. Quand à un moment donné, il lui dit on sait précisément voilà, exactement. Combien on a tué de gens du Hamas. Il fait, c'est génial, c'est très bien. Et Piers Morgan, en fait, j'ai envie de dire, il l'a pas fait exprès, il a continué d'être journaliste. Ouais, donc après, il a dit, c'est formidable. Donc du coup, ce que vous pouvez, à la différence justement de la propagande du Hamas, nous dire combien de victimes civiles malheureuses avez-vous fait? Non, parce que non, j'ai pas envie en fait. Non, ouais, c'est très compliqué. Attendez, vous arrivez à précisément dire combien vous avez tué de gens du Hamas. Donc après, il dit vous avez tué. Il dit non, en fait, il dit on a ces chiffres, mais je peux pas vous les communiquer. Il dit pourquoi vous les c'est bizarre parce que vous pouvez communiquer ceux des militants du Hamas, mais pas des civils. C'est bizarre. Non, mais en fait, je les ai pas. Ah, donc non, mon chien les a mangés. Enfin, c'est quoi là où tu viens? Et encore une fois, alors que quand tu regardes, encore une fois, juste regarder les vidéos de l'armée israélienne. Et tu vois quoi? Tu vois une région, Gaza, une agglomération, dévastée, où aucun des habitants n'a pu trouver de refuge. Tu vois que c'est complètement dévasté. Donc là, tu as envie de dire, allez-y les amis, expliquez-moi comment on survit à ça. Tout simplement. Et ça, du nord au sud, d'est en ouest. Il n'y a pas d'élément de refuge. Je le répète encore une fois, je le prends. Ça, vous pouvez le prendre dans tous les sens, rien à battre. C'est tangible. Si jamais les terreaux qui avaient fait ce qu'ils ont fait au Bataclan étaient allés se réfugier dans le 93, bah en plus c'est ce qu'ils ont fait. Hein, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils ont fait. Ouais, avant de... Et qu'on bombarde comme exactement ce qu'ils sont en train de faire le 93... je suis pas convaincu en fait qu'on aurait fait juste des ciblages très précis. Ouais. Non, c'est juste pas possible. Tu t'es obligé d'envoyer des bonhommes qui vont sur place, etc. Ouais. Et là, en fait, on voit clairement. C'est pour ça que ce qui a été posé comme défense par l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice est très clair. C'est de dire que de toutes les manières, bombarder une zone aussi densément peuplée, de manière aussi massive, tu sais qu'il y a une bombe. Ça, elle était reconnue, même les États-Unis ont reconnu l'avoir fourni. C'est une bombe, en fait, qui, quand elle descend, tu sais, elle explose pas tout de suite. Et en fait, elle a des lames. Non. Ouais, je te jure que c'est vrai. Ben, moi, je l'ai vu en live, en fait. Ça fait un bruit sourd, en fait. Tu la vois tomber, ça fait une sorte de petit bruit sourd, mais t'as l'impression que c'est comme une sorte de pétard, mais... Et en fait, c'est des lames qui partent dans tous les sens. C'est juste hardcore. Voilà. C'est du sadisme plus. Mais oui. Mais plus, hein. Tu vois, et d'ailleurs après, c'est pour ça qu'ils font non mais il n'y a pas eu de bombardement, voilà et tout. Tu fais oui, mais là il a sa jambe qui est déchiquetée, ça s'est passé comment? Oh mais il a dû déraper quand il épluchait les pommes de terre, on ne sait pas, tu vois. Mais c'est des trucs de malade mental. C'est une dingue. Mais en fait ils testent tous les équipements. En fait les États-Unis envoient des bombes. Normalement c'est du gros œuvre. C'est pour bombarder des pays. Oui, voilà, c'est ça. Ce qui est déjà mauvais en soi. Hein. Même la Russie avec l'Ukraine n'a pas fait ça. Non, jamais. Ouais, jamais, tiens. Voilà, jamais. Ouais. C'est quand même délirant. Et en plus, l'Ukraine, c'est pas Gaza. Hein. Ouais. Ni la moitié de l'Ukraine, ni même le Donbass. C'est pas Gaza. Gaza, c'est très petit. Très, très, très petit. Et extrêmement densément peuplé. Enfin, on le répétera jamais assez. Il n'y a rien d'excusable dans ce qui se passe. Et toutes celles et ceux qui justifient, euphémisent, jouent des fonds des ronds de jambes pour essayer de nettoyer, entre guillemets, l'armée la plus morale du monde. Alors ça c'est dingue de voir. Moi, ce qui m'avait choqué, c'est de voir Laurence Ferrari dire... je vous rappelle, à la télé française, je vous rappelle que l'armée israélienne est l'armée la plus morale du monde. Et je me suis dit, mais à quelle heure une journaliste française dit ça d'une armée étrangère?
T'imagines si un journaliste avait dit... Oui, non, mais t'imagines si un journaliste avait dit ça d'une armée étrangère. Je vous rappelle que l'armée syrienne est l'armée la plus morale du monde et tout. Et il est plus là. Tu vois, on est d'accord. Et surtout, il y a un autre truc avec Gaël, on se disait, mais le titre d'armée plus morale, tu l'as eu où? C'est quoi, la Foire de Paris? Qui remet un titre? Les Jeux Olympiques, c'était comment? Voilà, je vous déclare officiellement la Cannes. Voilà. L'armée la plus morale du monde. C'est impressionnant. Et sur quel critère? Voilà, merci beaucoup. Sur quel critère? Je ne sais pas. Vous inquiétez pas. Non, mais ils ont décrété, mais tout seul, hein. Tu sais, mais ils l'ont tellement tabassé ce truc-là que genre c'est repris une norme. Non, mais en plus ils disent, parce qu'en plus ils te disent dans le baratin de la propagande, ils disent, on est les seuls qui envoyons des tracts avant le bombardement. Alors au passage, non, les nazis l'ont fait. Pas de bol, hein. Ah, c'est con, hein. Les nazis l'ont fait, les Américains l'ont fait. Les Américains, ils ont envoyé des tracts aux Japonais. Ah ouais. Les Nippons là, on va vous bousiller la gueule. En fait, on va vous envoyer 2 bombes dans vos faces de manière très dégueulasse. Alors un petit conseil, sauf qui peut. Parce que ça, c'est très moral. Ils l'ont fait aussi, d'accord. Tu sais, ils ont des petits papiers. Ah, faut vite partir. Mais où, en fait? Parce que on comprend pas comment ça va se passer. Enfin, c'est des trucs... ils arrivent à se dire, ouais, on est moral, ouais. Elle est propre cette guerre? Ouais, elle est propre cette guerre. Apparemment, dimanche 18 août, à Constantine, le président algérien a tenu un meeting où il déclare que l'armée algérienne est prête à entrer dans Gaza si l'Égypte l'y autorise. Elle est des aides, là. C'est ouf. C'est ouf, hein. Les DZ là, franchement. Non, après, c'est des effets c'est de la communication. C'est de la déclaration. Mais nous, on est allé en Algérie en novembre. Franchement, il n'y a pas 2 mecs sur 3 à qui on parlait qui nous disaient, nous, si demain le gouvernement il nous autorise à partir, on part tous à Gaza. Ah, mais le monde arabe. Ils nous disaient tous ça. Bah, le monde arabe, ça dépend qui. Oui. on dira pas de. Voilà, c'est ça. Ils sont pas tous. Mais l'Algérie, franchement, c'était sincère. Pour vous dire, nous, on y est allé juste en novembre, donc c'était juste après. C'était pendant, quoi. Voilà, c'était le début. Et le pays est en berne. Il y avait des drapeaux palestiniens partout. On n'avait même pas l'impression d'être en Algérie. Des festivités qui étaient prévues, qui avaient été stoppées en respect, en hommage. Parce que la mémoire est vive sur l'occupation, la mémoire est vive sur la résistance et la colonisation, sur ce que ça représente, de mort. Et c'est pour ça qu'ils le savent très bien, les Algériens. Le prix à payer de la résistance et de la libération. Ah ouais, non, le million de martyrs, c'est clair. Hein. L'Algérie, c'est pas le Maroc. Hein. Je ne suis pas. En termes d'autorité. Le peuple, c'est le gouvernement. Oui, effectivement, faut pas confondre. Peuple, c'est ce qu'il disait dans le chat. Peuple et gouvernement. Parce que moi, quand je disais je tempérais, c'est parce qu'effectivement, il y a des gouvernements dans le monde arabe, certains qui sont très complaisants, qui n'ont pas du tout envie de se froisser avec Israël, etc. Absolument. Et t'en as d'autres, un peu plus rares, mais qui osent le dire, enfin, qui sont raccord avec leur peuple, tu vois, qui disent, par contre, là-dessus, on est prêt à partir. Tout à fait. En vrai, imagine tous les pays qui se sont libérés de l'occupation envoient des gens volontaires décoloniser Gaza. Non, mais ça, c'est. Non, mais ça, en vrai, ils le savent. C'est pour ça que même c'est pour ça qu'ils lancent pas la bombe nucléaire, tu penses, Israël? Non, je pense que s'ils le font pas, c'est juste pour leur com à eux, quoi. Ils savent qu'après ça va être chaud pour regagner du terrain, sachant qu'ils en perdent beaucoup déjà. Oui, parce que l'opinion, tu vois. Parce que quand il y a eu la proposition qui était faite à la Knesset, c'était pas une blague. Hein. Ah, ça a été fait à la Knesset. Moi, je croyais que c'était juste une nana sur I24 qui avait dit. Non, elle était faite, c'était fait à la Knesset. Vas-y, pourquoi pas. Et en fait, parce que encore une fois, il y a une tendance qui a pris le dessus, qui a vraiment dominé le jeu là-bas. C'est le sionisme religieux qui est très flippant. Mais vraiment flippant, hein, c'est des gros tarés. En fait, c'est clairement, c'est du Daesh version sioniste, hein, c'est tout. Hein. Et les gars, pour eux, il faut faire table rase pour pouvoir permettre la venue du Mashiach. Donc c'est... Ah ouais, ils sont vraiment dans leur délire. De toute façon, ils l'avaient dit à la télé. Et ils disent même, tu sais, il y a une témoignage, ils disent même les non-croyants, en fait, ils finissent par rentrer dans le truc. Ils disent, ah bon, Mashiach, je sais pas ce que c'est, mais il va venir, donc il va venir, ok. Mais tu sais que moi, j'aimerais bien un jour poser la question, effectivement, à des gars, là, matrixés, et leur demander, ou même ici, hein, tu vois, moi, les gars de mon milieu, là, qui ont été ultra pro-sionards à en devenir inhumains vis-à-vis de... T'as envie de leur dire, mais... Pour ceux qui se revendiquent comme étant juifs, t'as envie de leur poser la question, est-ce que vous croyez vraiment être le peuple élu? Je serais curieux de savoir ce qu'ils seraient capables de répondre dans l'intimité. Tu sais. Moi, ils vont pas me dire, non, ça. Mais je pense qu'il y en a, quand tu vois la façon dont les responsables, les dirigeants israéliens, tu vois, on pense à Ben Gvir, tout ça, tous ceux qui sont matrixés. Ouais, tout à fait. Ils le sont vraiment. Ouais, ils sont vraiment pas matrixés. comme Netanyahu, par exemple. Ils sont balistés. Ouais, ça se voit qu'ils sont balistés, mais qu'eux, ils serrent les, tu vois. Absolument, c'est un cynique fini, lui. Oui, voilà, il voit que. Alors que Ben Gvir, non, il est vraiment. Ben Gvir, ouais, ça va. Je suis sûr que mais pour vous, vous pensez que vous êtes le peuple élu, il serait capable de dire. Oui. Oui.
Mais après, c'est là que c'est flippant, en fait. Oui, en plus, c'est vraiment une interprétation. Et en plus, c'est une interprétation qui a des conséquences qui ne sont pas toujours évidentes. Par exemple, sincèrement, t'as des rabbins, des autorités religieuses juives, qui considèrent qu'ils sont le peuple élu et qu'ils considèrent qu'ils sont responsables du sort humain. C'est-à-dire qu'ils considèrent... Donc, c'est pas forcément négatif. Ils considèrent qu'ils n'ont pas le droit de verser le sang, qu'ils n'ont pas le droit de causer du tort aux autres. Ah, d'accord. Ils l'ont pris dans ce truc d'exemplarité. Et qui considèrent, exactement, et qui considèrent même qu'Israël est une infamie. C'est un défi lancé à Dieu. Ils disent que c'est un blasphème. Il y en a qui le pensent. Hein. C'est vrai qu'il y a des Khalidim et tout, des religieux orthodoxes bien sûr. Pour eux, l'Israël, c'est une hérésie. Ouais. Ils disent, c'est juste que nous, on n'a pas le droit de prendre, on n'a justement pas le droit de prendre les armes, sinon on aurait combattu Israël. Les mecs, carrément, ils disent ça. Et c'est des juifs. Après, si les gens ils veulent douter que ce soit des juifs, c'est ce que vous voulez, frère. On est toujours le complot d'un autre. Hein, c'est ça. Mais c'est vrai que ceux-là, par contre, ils sont pas trop mis en avant. Ah, les mitzvot tous les jours et tout, les 670, ils les font. Hein. C'est pas ils rigolent pas, les mecs. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment des juifs purs et durs, hein, dans tous les sens du terme. Ils ne rigolent pas avec ça. Pourtant. C'est les salafs. Ah ouais, mais plus. Mais vraiment, tu vois. Mais quand je dis à fond, ils sont à fond. C'est des ultra-orthodoxes, comme on dit. Il y a Shankra qui dit ils sont emmerdés par les sionistes et tabassés aussi. Oui, tout à fait. Absolument. À Jérusalem en particulier. Tout à fait. Parce que, encore une fois, pour eux, ce n'est pas incompatible de vivre à Jérusalem sans qu'il y ait forcément un État sioniste, nationaliste, raciste et violent. Eux, ils considèrent qu'ils doivent y vivre. Pour eux, c'est important, effectivement. Dans leur texte, il n'y a pas de doute qu'il y ait une vraie importance. On l'a vu à travers l'histoire. L'archéologie a révélé des trucs fabuleux sur cette centralité qui se cultive à partir de... Tu sais, c'est à partir du 3e siècle, un peu avant Jésus-Christ. Parce que c'est pas si vieux que ça. Hein. Les gens pensent que si, mais c'est pas tout à fait avéré. Certains ont le situé en moins 700, mais c'est plus compliqué que ça. Mais ça, je vais pas rentrer dans ces détails-là, ça va être dur. Mais où il y a vraiment, on a pas mal de textes, des stèles, des pierres, etc., des voyages, des pèlerinages qui montrent qu'il y a une immense importance qui va se faire pour Urushalim, qui deviendra Jérusalem. Tu vois, il parle de Judée-Samarie, mais non, c'est surtout Urushalim, c'est-à-dire la fameuse... Il n'y a pas de colon en Judée-Samarie. Frère, le sang, mes frères. Je souffre. Pardon. J'ai un Gilles de la meilleure que j'ai... de la meilleure à vivre. Non mais voilà. Et en fait compte donc il y a vraiment quelque chose d'important, de sacré dans ce lieu-là. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette expression qu'on voyait dans un des numéros du Monde des religions, quand il disait qu'il appelait Jérusalem la ville 3 fois sainte, parce qu'elle est sainte pour le judaïsme, elle est sainte parce que c'est le Saint-Sépulcre pour les chrétiens d'ailleurs des 3 confessions, catholiques, orthodoxes. Les protestants pas trop d'ailleurs, pas trop. T'es jamais allé à Jérusalem? Non, j'ai pas eu cette occasion. Non. Tu kifferais, je pense. Ouais. Je dis ça comme si j'y étais. Non, mais c'est tellement chargé d'histoire. C'est un truc de malade. Non, les murs, ils parlent, comme on dit. Et évidemment, pour l'islam, parce qu'après, il y a eu une construction qui s'est faite sur la question du voyage du prophète, et puis sur la question d'une sorte de mandat qui concernerait également les musulmans. Et forcément, mais ça, peut-être qu'on en parlera. Des fois, j'ai pas trop envie, mais la question du messianisme, qui est pas négligeable sur ce dossier-là. Parce qu'elle anime énormément ce que font les sionistes religieux. Non, je crois qu'on en avait déjà touché. En plus, voilà. Donc, pas nécessaire de revenir. Après, mais non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on l'a déjà fait, donc on peut. C'est bon. C'est des prophéties autoréalisatrices. Hein. C'est des prophéties autoréalisatrices qui touchent à peu près tout le monde. Encore une fois, dans le christianisme, ça s'est modéré, même si elle est en train de se réactiver aujourd'hui avec les évangéliques complètement tarés sur ce sujet. Hein. C'est pour ça que les évangéliques sont sionistes. Sauf que ils le sont par antisémitisme. Hein. C'est ça qui est fabuleux quand même. Hein. C'est que les gars, ils considèrent en fait qu'il faut apporter un soutien inconditionnel à Israël, mais pas simplement Israël. C'est qu'il faut faire en sorte que tous les juifs du monde aillent vivre là-bas. Eux, c'est d'ailleurs de gré ou de force, c'est ce qui est très malsain. Hein. Ouais, il faut, parce que pour eux, une fois qu'ils seront tous réunis, le Messie, là pour le coup celui des chrétiens, viendra. C'est la fameuse seconde venue, comme on dit. Et quand il viendra, il va ouvrir les vannes de la guerre pour qu'on bousille tous les juifs. C'est vraiment comme ça qu'ils le voient, eux. Hein. Ah, mais pour de vrai. Eux, ils disent ça. Ils disent que le Messie va venir. Oui, non. Il va pas les bousiller tous. Il va dire, non, il va leur donner une option. D'accord. Vous rentrez dans la foi du Christ, ou on vous bousille vos races. Voilà. Non, mais vraiment. Hein. C'est ça le projet. Ah, tu sais, il y a excellent reportage, il me semble que c'est Arte, je crois. Hein, qui fait un reportage sur les évangéliques, etc. Les évangélistes. Et littéralement, en gros, eux, c'est ce qu'ils se disent. En gros, on va tous les réunir. Et quand Jésus va venir, il va dire, c'est bon, vous êtes tous là? Très bien. Bon, soit vous me suivez. Moi, je considère que ça n'arrivera jamais. Hein. Mais soit vous me suivez,
soit ceux qui me suivent pas, c'est le tombeau. C'est beau quand même. Et le pire, c'est que t'as des vrais cyniques politiciens sionistes qui savent ça. Et ils disent, profitons de ce soutien des faucons américains évangélistes, mais soyons lucides, ils ne nous aiment pas. Bah, tu m'étonnes, ouais. Mais ah ouais, c'est totalement barge en fait. Ouais, voilà. C'est un truc dingo. Ils œuvrent pour la venue du Messie qui est censé leur dire. Il va tous les bousiller parce que comme ils ont pas du tout l'intention de devenir chrétiens. Hein, et ça les dérange pas hein. Ils disent tant qu'à faire pour l'instant ça nous aide quand même, ça nous allonge pas mal de fric et ça nous apporte des armes parce que tu te rends compte que tous les jours des armes arrivent quand même des États-Unis. Enfin c'est quand même dément. Et en fait pour eux non c'est bon, pour eux c'est très bien. Et après ils diront quand on comprendra ça il faudra mais les mecs vous avez nourri une bête, l'évangélisme c'est une bête méchante hein, très méchante l'évangélisme hein. Affaire à suivre. Affaire à suivre. J'espère qu'on n'aura pas. J'aimerais bien ne pas avoir à la suivre, mais malheureusement. Hein, mais je sais pas. Ça va tomber là d'ici la fin du mois. Le verdict de la CIJ ou de la CPI là. Pour ce qui est de génocide. Ouais. Ah non, tu sais que c'est quasiment 3-4 ans même. Hein. Ah ouais, c'est très long, c'est très long. Ouais, ça c'est très très long. Mais comme je t'ai dit, hein, l'issue, ça sera exclusion de l'adhésion à l'ONU. Parce que c'est bon, ils vont être condamnés. Tout est en live, on a trop de preuves. Et CPI par contre. La CPI c'est autre chose. La CPI c'est sur les personnes. C'est sur les personnes, ça prendra du temps. Mais par contre, oui, j'ai entendu, hein, il y a Le Monde et tout, il y a des articles qui expliquent que la diplomatie de Netanyahou fait des efforts de dingue pour exiger aux pays européens de ne pas souscrire au mandat d'arrêt. Ils ont demandé ça D'ailleurs, il a refusé. Le Royaume-Uni a refusé déjà. Ouais, exact. Tu vois, ouais. Donc donc c'est un vrai sujet là, hein, clairement. Là, il y a un vrai mandat d'arrêt de toute façon, par contre pour lui. Hein. Donc lui, il sort. Le mandat d'arrêt, il est émis. Ouais, il était émis. Ouais, ça, il était émis, mais pas que lui. Hein. Pas mal de son cabinet. Hein. Ouais. Ah ouais. Non mais c'est sérieux, c'est-à-dire que mais là aussi c'est très intéressant les sionnaires comment ils sont complotistes en fait. Ils te disent que donc l'ONU c'est antisémite, la CPI c'est antisémite. Tu fais c'est bien, il y a une internationale antisémite. Bon d'accord. Soraya nous dit Yanis Arab a écrit un livre Palestine pour une paix juste. Tu l'as lu? Ah non, je connais pas. On passe aux no comment avant d'attaquer le thème du jour. Justement, on va rester dans la géopolitique. D'abord, moi, je vais vous parler d'un truc qui me tient à cœur, c'est Dazen. Ça va être nul par rapport à la géopolitique, mais non, c'est quand même sur quelque chose de consommation. Mais avant, le no comment, on aime bien. Allez, no comment. Les petites news que je vais lire n'ont pas le droit d'être commentées. Vous connaissez les règles dans le chat, vous mettez des emojis, vous connaissez les règles sur les réseaux. Si jamais j'ai découpé cet extrait et que je l'ai posté, pareil, vous mettez des emojis ou des gifs. Personne n'a le droit de commenter. Nous, les premiers, c'est très dur. Et bien sûr, on vous prévoit des petits yes comment pour les semaines qui arrivent, parce que ça fait toujours du bien. Alors, on commence avec la première news. Donald Trump vient de déclarer en meeting « Je suis beaucoup plus beau que Kamala Harris. Beaucoup plus beau qu'elle. Vraiment. » Non. Vraiment. C'est vrai, d'accord. L'ONU dénonce un nombre de violences inadmissibles contre les humanitaires. Et dans la même thématique, alors qu'Israël empêche les journalistes internationaux d'accéder à Gaza, le corps sans vie du journaliste gazaoui Ibrahim Mouhareb a été retrouvé au nord-ouest de Khan Younis. Khan Younis, pardon. Allez, on va passer au thème du jour. Ça rend ouf. J'avais mis Macron-Pécresse. Ouais, non, ça c'était la petite. Je me suis dit peut-être on en parlerait, mais. Ouais, c'est marrant. Je vois que dans le chat, en tout cas, là, ça met beaucoup d'émojis. Hein. Ouais, faut que ça retombe un peu. On comprend, on est avec vous. Non, Macron-Pécresse, c'était très rapide. C'est juste pour dire que semble-t-il que Valérie Pécresse aurait été pressentie pour être première ministre. Voilà. Tu vois, comme on avait dit la dernière fois, parce que va te faire foutre. Parce que va te faire foutre. C'est ça, vraiment. C'est la carte de Macron. Mais il n'y a pas le mouvement majoritaire. Non, j'en ai rien à foutre, en fait. La démo quoi? La démo, non, voilà. La dicta quoi? Ouais. Voilà. Et Dazen, Pécresse, c'est elle qui va taper les clous sur le cercueil France. Ah, belle image. Et d'ailleurs, les filles, je crois qu'ils ont demandé ils aimeraient bien demander une destitution. C'est pas officiel, d'accord. Les socialistes veulent pas, évidemment. C'est dommage.
Bah oh non, là là, pourquoi une c'est destitution tellement dommage. Macron Pourquoi il fait si bon travail? Bah nous on l'aime bien. Perso. Voilà. Enfin, je On sais n'est peut-être pas d'accord, mais. C'est vrai qu'il y a des choses, parfois on n'est pas trop raccord avec lui, mais quand même. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qui vous a dérangé, vous, pendant là, ces deux mandats? Non, mais juste pour parce que moi je comprends pas. J'ai dû peut-être m'endormir, je sais pas. Ouais, je me souviens. Dites-nous, parce que moi, si vous me donnez une bonne raison, franchement, moi, je signe, quoi, tu vois, mais là, je l'ai pas. La gauche, ils me foutent le seum, moi aussi. Oh là là, la fausse gauche. Des faussaires. Je te jure. Alors, oui, non, Dazen, très rapidement, je voulais vous en parler, parce que Dazen, c'est la plateforme britannique dont le PDG, c'est un ancien ingénieur informatique du Mossad. Je tiens à le préciser. Je ne vais pas faire une obsession. Charmant personnage. Mais j'ai découvert ça. L'obsession. Je trouve que c'est important de le souligner. Ouais, c'est cool. De savoir à qui on donne son oseille. Ah, tu m'étonnes, ouais. Et en fait, non, le problème, c'est pas que ça. Ouais, il a bossé 4 ans là-bas. Ouais. C'est pas style armée, tu vois. Si tu me dis, il est israélien, il a fait l'armée, bon, ça, ils sont obligés. Non, là, il a été... Le temps est Mossad, oui, merci Mourad. Mourad, en fait, il m'écrit des trucs sur le drive. Et tu sais quoi, j'ai l'impression d'être dans les émissions à l'ancienne quand t'avais un caricaturiste. Oui, qui essaie de faire un dessin avec une petite punchline. Et des fois, tu lisais l'embarras de l'animateur qui comprenait pas trop. Qui dit, oh merde, j'ai pas compris la C'est vraiment ça. Et en fait, elle tue celle-là, le temps est Mossad. Ah bah, je vois comme quoi. T'as un bon public. Non, franchement, les cracks, ils adhèrent de ouf. Et ils sont gentils. C'est une équipe de films OSS 117. Ouais, ok. Boycott Dazen, Free IPTV. Je sais pas, donc moi je pense pas qu'on ait le droit publiquement de dire. Je pense pas qu'on ait le droit publiquement de dire qu'il faut aller sur IPTV. Non, après, je pense que c'est vraiment pas bien de s'abonner à IPTV. Ouais. Non, en fait, le truc, c'est que... De prendre plusieurs trucs, de prendre des codes craqués de alors, IPTV, attention, vraiment. Télécharger une application sur l'App Store qui permet de rentrer un lien M3U, donc un lien de flux, et qui permet donc de diffuser des trucs, ça c'est légal. Moi j'ai une application qui s'appelle IPTV Pro, mais j'ai téléchargé légalement sur l'App Store. Si ça avait été illégal, surtout l'App Store, tu connais. Tout à fait. Il y a rien de plus verrouillé. Sans VPN. Ouais. Donc c'est la preuve que voilà. Donc c'est voilà, parce que il y a rien de plus verrouillé qu'Apple. Donc s'ils l'ont laissé, c'est que après voilà. Après tout abonnement machin. Voilà. Etc. Après où tu vas chercher ton lien. Moi je sais pas. J'ai vu un site une fois. C'est vraiment pas bien. Ah c'est les barons, d'accord le film. Ne faites surtout pas ça. Hein. C'est évident. Non, faut pas le faire. Vraiment. C'est très évident. En gros, ça fait depuis mon premier salaire en 2008 que je suis abonné à la Ligue 1, mais là c'est du foutage de gueule. La première année, c'est la première année à pas avoir un abo Ligue 1. Si Kevin le dit, c'est forcément honnête. Non, mais en fait, en gros, je vous explique. Nous, les Français, on se fait entuber vénère. Vous savez, du coup, moi, je sais pas, grâce à une application, j'arrive à voir la télé aux États-Unis et je me suis rendu compte que sur les chaînes, les chaînes nationales, il y avait la diffusion de matchs de NFL ou de NBA, etc. Puis après, je crois que pour les autres, faut des abonnements et tout, mais ils gardent des affiches. Nous, on n'a plus rien de gratuit depuis des années. Avant, c'était tout centralisé sur Canal. On s'y était fait, et tout, machin. Après, beIN Sport est arrivé, ça a un peu perturbé le truc. Après, RMC Sport est arrivé. Après, Mediapro avec la chaîne Téléfoot qui finalement ça a éclaté. Après, Amazon qui a fait ça genre 1 an ou 2, pas plus, et qui s'est dit en fait, c'est pas... faut savoir que, encore une fois, aux États-Unis, les droits ils se négocient sur 10 ans. C'est par tranche de 10-11 ans. Nous, on a des gars, c'est tous les ans... Ça aussi, c'est pas normal. Ouais. Ça, c'est pas normal. Tous les ans, nous, on a des trucs qui changent. Et donc, le problème, c'est la LFP. La LFP, c'est la Ligue française de football. Elle a besoin de l'argent des droits de télé pour pouvoir les rétribuer. Ouais, de football professionnel. De la LFP en plus, la LFP particulièrement. Ouais. Et elle a besoin de l'argent de ses droits télévisuels pour pouvoir les redonner aux équipes, parce que c'est ça qui leur permet aux équipes de recruter. Tu sais que là, cette année, il y a plein de clubs qui vont pas, en Ligue 1, qui vont pas pouvoir recruter parce qu'ils ont eu moins d'argent que prévu. Oh, c'est chaud ça, hein, c'est impressionnant. Donc en fait, c'est complètement dingue. Non, parce qu'en fait, c'est des entreprises, hein. C'est-à-dire qu'au-delà de même de pas recruter, enfin, il y a des gens à payer, il y a un staff, absolument. Et donc ils se retrouvent en galère à cause d'une mauvaise gestion d'un mec qui s'appelle Vincent Lebrun. Et corrigez-moi si je me trompe dans le chat, mais c'est quand même scandaleux de se dire que en fait quand on est fan de foot et qu'on est français et qu'on veut regarder la télé les matchs, on n'est pas protégé. C'est-à-dire que chaque année on a potentiellement un nouvel acteur qui va arriver, qui va dire au fait j'ai un nouvel abonnement. Et là le problème avec DAZN, c'est que c'est Ligue 1 McDonald's. Oui, c'est vrai qu'elle s'appelle comme ça maintenant. Non. C'était Uber. La Brune, pardon, Vincent Labrune, ouais, voilà. Vincent Lebrun, la Brune. Oui, voilà, bah, parce que voilà, moi je l'ai genré au masculin, hein, excusez-moi. Et en fait, là, le truc, c'est que oui, c'était Liga Uber Eats avant Liga. Et en fait, le problème, c'est que ils ont cru qu'ils pouvaient avoir 1 milliard.
d'euros de droits pour la Ligue 1. Ok. Et en fait, t'as tous les diffuseurs qui ont fait ben non, en fait. T'as vu ta ligue là où tu crois quoi? Il y a plus Mbappé. Ça vaut pas du rêve, hein. Il y a plus Mbappé, il y a plus Messi, il y a plus Neymar. Mais casse-toi, tu crois que je vais te donner 1 milliard? Résultat, là, je sais pas, il a eu 300 millions, 400 millions. On parle d'un truc. Et donc, ils sont en galère. Bah, oui. Ouh, c'est une vraie crise, ça. Hein. Et et l'abonnement d'Azon, il est à 29,99. C'est énorme que pour la Ligue 1. Que pour de la Ligue 1. Bah après, dessus, t'as parfois des affiches de MMA. Ouais. Au moment, on a RMC Sport aussi. Bah ouais, en fait, et puis il paraît que Telegram fait bien le boulot. Et Telegram, incroyable. Je reçois des liens, c'est pas illégal, c'est hein, pas moi bien, je reçois des liens. Non, mais voilà. moi je reçois des liens, je clique dessus. Ne le faites surtout pas, cliquez dessus. Cliquez dessus, mais c'est pas vous, voilà. Cliquez dessus sans faire exprès. McDo ont perdu tellement de sous depuis le boycott qu'ils grattent la Ligue 1. Ah bah oui, c'est vrai que ça, apparemment. Tous ceux qui ont un accès Internet peuvent avoir accès à tout gratuitement à condition d'avoir la patience de chercher. Mais apparemment, c'est plus simple de payer que de chercher. Ouais, puis après, tu sais, ça saute en plein pendant le truc, t'as le seum. Mais Telegram, la qualité, elle est incroyable. Oh là là. Et tu sais quoi, moi j'ai un pote, il me disait sur son groupe Telegram là, pour le match Le Havre PSG, il y avait 500 000 personnes qui étaient en train de évidemment, et c'est un des channels. Ouais. Non. Plus de 200 000 sur un match du Havre Paris, bah justement non, parce qu'il me disait, moi mon pote sur son Telegram, ils étaient à 500 000, donc tu peux même les ajouter. Non, on parle de 1,5 million de personnes qui ont regardé le match illégalement. Bien fait pour leur gueule. Vraiment bien fait pour leur gueule. Parce que, tu vois, je regardais une vidéo de Romain Molina, les fans de foot connaissent bien, c'est un peu un lanceur d'alerte football. Ce qui est marrant, parce que chez nous, on le voit comme un trou du cul, lanceur d'alerte, complotiste, alors que, genre, dans les journaux espagnols de foot et tout, il est intervenant classique. C'est trop marrant. C'est toujours comme ça, tu vois. L'offre d'Azn, tiens, merci Mourad, il nous a mis l'offre d'Azn. Toute la Ligue 1 McDonald's sur DAZN, 8 matchs en direct en exclusivité par journée, plus le match restant en décalé. Alors le match restant, c'est parce qu'en fait, il y a un match qui est réservé à beIN Sport. Toute la saison de BetClick Elite, c'est quoi ça? C'est la Ligue 2? Je sais pas. Ah, c'est basket? Ah, bien joué, merci. Non, mais tu te rends compte qu'on a posé la question quand même. Ça n'a plus aucun sens. BetClick Elite. Ça n'a plus aucune espèce de sens. Mais je trouve ça dégueulasse, hein, de nommer des événements sportifs par des blases de... Tu sais, moi qui aime beaucoup la NBA, ça m'a fait du mal. Tu vois, nous, on a grandi avec genre les Lakers, leur stade, c'était le Staples Center. Ouais. On a genre le Palace of Auburn Hill pour les fans de Détroit, etc. Maintenant, c'est devenu Crypto Arena. Ouais, non, mais c'est... Coca-Cola, mon cul. Ouais, non, Arena, non, c'est horrible. N'importe quoi. Les grands combats en MMA avec la PFL. Ah, c'est avec la PFL en plus, c'est juste la PFL. Genre, bon, il y a Baki, il y a Doumbé, mais c'est la PFL, quoi, tu vois. La boxe et le Glory en kickboxing. Et l'UEFA Women's Champions League et la Jupiter. Jupiler, c'est pas une fois. Jupiler, c'est la bière. Ah, c'est une marque de bière. Oh, j'en peux plus. Jupiler Pro League. C'est des gros tarés, ouais. Oh là mais c'est quoi? Du coup, c'est la Ligue belge, c'est ça? J'imagine. Chez App. C'est la Ligue belge. Dites-nous dans le chat la Jupiler Pro League. Je sais même pas. Ouais, mais il y a une Ligue belge, hein. Je suis pas fou, hein. Moi, je kifferais qu'il y ait la Foirefouille Ligue Football, ça. Ça, non, pas du tout. Non, mais depuis le début, pourquoi pas But? Bon, ça existe encore But? Je sais même pas si c'est. Les nouveaux commerçants, ouais. Ah, c'est Belgique, quoi, on dit. Molina, c'est le boss. Heureusement qu'il est là pour mettre la lumière sur le vrai monde souterrain de Mathieu. Bah, franchement, il fait le taf, hein, mais c'est vrai que, ouais, il est plus respecté à l'étranger que chez nous. Donc, ouais, voilà, tout ça pour dire que non, DAZN, non, vous n'aurez pas, mais 30 €. On sait qu'entre nous, même si on aime le foot, enfin, pour ma part, que la Ligue 1 ne vaut pas 30 € par mois, je suis désolé, allez vous faire foutre. Et non, et surtout, moi, ce que j'aime pas, c'est le côté vache à lait, tu sais, de se dire, bah, je vais mettre le prix à 30 €, les gens vont suivre, de toute façon, ils vont regarder la Ligue 1. Exactement. Et j'ai kiffé que les Français, parce que attention, hein, certes, on est docile, un peu trop, souvent, mais par contre, quand on veut pas, on veut pas. Ça, c'est la force du Français. Rappelez-vous, hein, l'un des seuls peuples à avoir coupé les têtes à ses rois. Et c'est pour ça qu'il faut pas négliger ce côté français, ce côté gilet jaune, c'est qu'il y a eu 1,5 million, semble-t-il, parce qu'on peut pas difficilement le quantifier, de personnes qui ont regardé ça de façon illégale. Je trouve ça génial. Putain, les Français, vous êtes des génies. La piraterie n'est jamais finie. La piraterie n'est jamais finie. Et ça, c'est dans nos veines, ça. Là, tu vois, on a chanté la Marseillaise pendant le match, au début du match des Paris Musketeers, mais maintenant, avec tout ce qui se passe et tout, ça prend du sens. Contre nous de la tyrannie, un sang impur, machin. Bah ouais, mon frère, on est des putains de révolutionnaires, en vrai. On n'aime pas quand on nous entube comme ça. Et t'as vu le match Nutella McDonald's? Non, mais c'est vrai, non, mais ça n'a aucun sens. Non, mais vraiment.
les blasts ça n'a aucun sens, vraiment. Surtout avec Bein, tu peux regarder pour 12 €, tu peux regarder le Real, le Barça, les coupes anglaises, un match de la Ligue 1. C'est vrai que c'est pas le le prix quand même. Le hand et la NBA, et il y a la NFL aussi sur Bein. Sur Bein. Voilà. 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 Il y en a qui ont compris, hein. Gaulois réfractaire et fier de l'être, doublé d'un Algérien têtu, vous êtes foutu. Bah c'est ouais, ça, mais c'est ça en fait, c'est exactement ça. La clé de nerf, c'est à tous ça. les gens qui pensaient que tu sais, on était trop critiques vis-à-vis de la France parce qu'on ne l'aimait pas, non. Pas du tout, c'est parce qu'on est français. Exactement. Mais du pur sang, tu vois. Et c'est pour ça qu'on est réfractaire de ouf. Absolument. Donc Dazen, non, allez vous faire enculer. On s'abonnera pas. 29,99 €, c'est Dans trop. le plus grand des calmes. On est sur les télégrammes à fond. Nous, allez sur nos télégrammes. Si on a des liens, on vous les fera passer. C'est hors de question de vous faire payer. C'est une aberration. Dans le strict cas des conventions de Genève. Non, parce que aller dans un groupe Telegram, c'est pas illégal. Non, tu vois. Non, moi je vous donne que. Encore une fois, moi ce que je vous ai dit sur l'Apple TV qui est derrière moi. S'il y a des applications qui permettent de mettre des liens M3U, après il s'avère que moi il y a un pote, il m'a donné un lien M3U, je l'ai mis dans le truc, ça a marché. Les liens M3U, c'est bien les liens M3U. Les liens M3U, c'est voilà. Je suis désolé. Je sais pas de quoi, mais faites les liens M3U de ce que vous voulez. Ma France, ma sécu, ma terre d'accueil, tu l'aimes ou tu la quittes, tu la pilles, on te décapite. Pas mal. Je kiffe. J'adore les rêves de Dieudo par le Doc H. Ah bah là, vous parlez à des gens qu'on pensait à l'ancienne. Donc voilà, boycott Dazen. Et maintenant, l'ingérence. On va parler de l'ingérence de la part des USA dans les pays extérieurs. Le grand Satan. Pourquoi tu voulais nous parler de ça, Hamza? Moi, ça m'intéresse. Parce qu'en fait, on se rend compte que les USA ont fait des dingueries, comme on dit chez nous. Mais genre vraiment. Oui. Des grosses dingueries. C'est surtout que, t'as vu, moi je voulais juste prendre, malheureusement, parce qu'on peut absolument pas, c'est sérieux, c'est pas une blague, on n'aura jamais le temps de résumer et de parler de toutes les dingueries de ce pays de malheur. Et pareil, hein, toujours la même chose, hein, l'État, le peuple, pas pareil, machin, etc. Tout ça, vous savez bien, même si des fois, hein, il peut y avoir des congruences. Mais, j'allais prendre 3 exemples emblématiques en fait, parce que ça touche bien notre actualité présente. Hein. Les États-Unis, dès qu'ils ont commencé à développer leur politique internationale, je prends pas un résumé simple. Je me permets juste de te... Mais retiens-moi ce que tu dis, parce que je pense que ça te parlait. Loubiano qui dit jusqu'à De Gaulle, ça tenait bon, mais là, tous les coups d'État qu'ils ont mis en place, 3 petits points. Pourquoi il dit ça, à ton avis ? Parce qu'à l'époque où il y avait De Gaulle encore à la tête, les États-Unis, elles se tenaient. Oui, parce que en gros, ils s'aimaient pas déjà. Oui, mais du coup, en fait, ça, parce que De Gaulle, c'est même une question personnelle. Hein. Il y a l'administration américaine qui a même voulu du mal, hein, par rapport à qui voulait écarter De Gaulle à tout prix. Certains ont même parlé de quelque part des trucs extrêmes, hein, d'un accident, machin et tout, dans les négociations pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, non, il était dans le collimateur, en fait, parce que justement, il semblait que il faisait pas la carpette. Pour les États-Unis. Tout comme le président du Burkina Faso qui a dit non au FMI. Ça va être chaud pour ça. Voilà, c'est très bien là. Vous me mettez dans le plat. En gros, voilà. Vous êtes déjà chaud, donc c'est très bien. Enlève l'intro, tu peux y aller. C'est bon, on enlève les gants, vas-y, on y va. En gros, vous avez trois territoires qui peuvent nous parler maintenant aujourd'hui. D'abord l'Afghanistan. Ensuite, il y a l'Irak. Et puis, j'allais dire l'Amérique latine, mais on va rétrécir la focale sur la Bolivie et le Venezuela. Parce que là, c'est criant, c'est maintenant. J'ai envie de dire, c'est à peu près le plus simple. L'Afghanistan, pour le faire très très simple, on est dans un drame immense où, depuis 2001, on nous a fait tout un pataquès. C'est pour ça qu'on a voulu parler, truc du 11 septembre. Bon, il y a des gens qui sont encore attachés à croire que c'est vraiment des méchants terroristes, des méchants terroristes étrangers de très loin qui ont fait ça. Bon, après, si vous voulez, vous pouvez croire ce que vous avez envie, hein, ça, c'est pas un problème. Mais après, comme on dit, hein, il y a des trucs où c'est compliqué d'y croire. On fait une intervention qui, d'ailleurs, hein, si tu te souviens du nom de l'opération, ça s'appelait Justice Immuable. C'est beau. Justice Immuable. C'est très beau. C'est très beau. Merci Arkil là qui a offert des abonnements à tout le monde. Merci beaucoup. T'es bien. Tueur. Donc c'est voilà. En fait, après avoir envoyé des tapis de bombes dans les grandes montagnes, dans les grandes campagnes et montagnes afghanes, où on a décimé des villages entiers et des populations entières. Et surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est que c'est pas forcément les talibans qui étaient visés. Parce que si tu veux, l'Afghanistan est un territoire qui est complexe depuis quasiment toujours. En gros, parce que c'est une région déjà géographiquement compliquée.
entre des grandes montagnes, des espaces au niveau du sud où il y a pas mal de voies de passage entre des grandes civilisations, justement, dont l'Afghanistan aussi a pu en faire partie à un moment donné, entre justement les civilisations mongoles, les civilisations chinoises, les civilisations indiennes, etc. Et l'Afghanistan, justement, avec des peuples guerriers, hein, depuis un long moment, ont eu à un moment donné ont été proies en fait d'abord à un grand problème, c'était celui il y avait la Chine qui débordait beaucoup sur sa frontière, mais surtout la Russie. Donc t'as l'invasion russe en fait qui a lieu, l'invasion soviétique qui a lieu juste avant la chute du mur de Berlin. À partir de là, pour que tu vois le truc, pour qu'on comprenne bien la stratégie US, c'est que lorsque la Russie donc attaque l'Afghanistan et poursuit, même après la chute du mur de Berlin, poursuit cette invasion. Qu'est-ce que font les États-Unis ? Les États-Unis vont miser dans le camp afghan, mais pas n'importe lequel. L'Afghanistan si tu veux, on est dans les années 90, il y a une élite bourgeoise qu'on retrouve dans les grandes villes comme Kaboul, parce qu'il c'était un royaume avant, un peu comme l'Iran. Et donc, c'est des gens lettrés, etc., qui ont étudié, machin. Et puis, t'as les campagnes, c'est là que t'as pas mal de grandes tribus. Dans les grandes tribus, t'as un peu de tout. T'as des tribus qui vont être très religieuses, d'autres qui vont l'être un peu moins. Et puis, surtout, t'as une région où il y a de la drogue. Enfin, c'est-à-dire, il y a de l'opium. Ça, depuis très, 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 très longtemps. Une frange importante de la société afghane a tout fait pour lutter contre ça. Mais, tu te souviens, on en avait parlé, les guerres d'opium... c'est la base, hein, c'est-à-dire la France avec la Chine, voilà. En fait, en gros, les Occidentaux, parce que l'opium c'est la base, hein, c'est des opiacés, etc. Bah oui, ça vient de là-bas. Hein. Par conséquent, il est absolument impératif de garder cet or blanc justement, qui est nécessaire en fait pour les drogues et pour quasiment toutes les grosses drogues. Hein. Donc, t'as tout un intérêt. Parce que c'est illégal, c'est pas du commerce normalement. Ah bah oui, bah non. C'est du commerce, comme on dit, informel, non ? Oui, c'est ça. Mais sauf que non, là, il y a un vrai gros truc de malade. D'ailleurs, la plupart des analystes considèrent même que l'invasion américaine était principalement pour ça. Hein. Il y a une affaire de pipeline aussi, mais en vrai, la priorité des priorités, c'est protéger la drogue. Hein. C'est vraiment. Ah ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça, quand tu vois, par exemple, il y avait des combattants donc afghans, qui étaient, comme on dit, en fait c'était des musulmans, parce que c'est des Afghans, parce que les Afghans sont 100% musulmans. Il y a une frange qui est chiite, il me semble, et la grande majorité, écrasante majorité, est sunnite. T'as donc des gens qui sont éduqués, etc., afghans, qui prennent les armes, dont le commandant Massoud, tu vois, c'est drôle, hein, qui se fait souvent flirter par BHL à ce moment-là, tu vois. Ah ouais ? Ouais, sauf qu'à la fin, il se fait assassiner. Mais on sait que décidément, BHL, dès qu'il est pas, dès qu'il met le nez dans un truc. Mais c'est exactement ça. Et en gros, parce que les États-Unis, ça les intéresse pas, Massoud. Ça les intéresse pas. Eux, ça les intéresse ceux qu'ils ont formés. Qu'est-ce qu'ils ont formés ? Ce sont des étudiants afghans qui sont allés étudier en Arabie Saoudite les sciences religieuses. C'est pour ça qu'on les appelle talibans. Taliban, ça veut dire les étudiants. Voilà, Taliban, c'est les étudiants. Et en gros, c'est à cette occasion, en Arabie Saoudite, qu'ils ont été formés, reformés et équipés par la CIA. Et il y avait un intermédiaire, à ce moment-là, dont on a une photo copieuse quand même, dans un bureau de la CIA, Ben Laden. Ah ouais ? Il est dans le bureau, il est là comme ça et tout, avec Madeleine Albright, le dirigeant de la CIA, et ils sont en train de discuter de plein de choses rigolotes. Et donc, et c'est pour ça que quand les gens disent ouais, t'es probable, en tout cas moi je l'ai, hein, donc parce qu'elle a été déclassifiée. D'ailleurs c'est bizarre qu'elle ait été déclassifiée, j'ai envie de dire, mais bon. Ah oui, j'oublie pas le bouquin. C'était quoi, moi, on avait dit le bouquin, du bouquin, c'est ouais, les missions secrètes ou les guerres secrètes. Ouais, le livre noir de la CIA. Ouais, vous avez déjà tout ce qu'il faut. C'est très bien et c'est très documenté. Hein. C'est vachement documenté et sourcé. Et ouais, non, parce que je crois que c'est un leak. C'est pour ça que je l'ai. Ah d'accord. Je l'ai gardé vite. Je fais c'est sorti à un moment donné. Je fais faut la garder sous le coude. C'est une dinguerie ça. Mais c'est en réalité tu sais que tous les chercheurs sur le monde, ce qu'on appelle le monde arabe et musulman en sciences politiques, savent cette histoire, la connaissent très bien. Savent que Ben Laden... Mais Ben Laden, c'est complexe. Ben Laden, c'est pas forcément seulement un joujou des Américains. C'est plus compliqué que ça. Ça, c'est clair et net. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, évidemment, qu'il a eu parce que lui, il fait partie d'une très grande famille saoudienne. Ouais, ça l'est toujours, hein, d'ailleurs. C'est toujours une très grande famille. Ah ouais? Et tu vois, donc, ils vont équiper ces talibans. Et c'est là que c'est bizarre. C'est qu'en fait, les talibans,
ils vont devenir une concurrence importante à tous les autres Afghans qui se battent pour l'Afghanistan. Tu vois? Et c'est pour ça que, qu'est-ce que fait les États-Unis? C'est qu'ils vont suréquiper les talibans. Les talibans vont l'emporter, entre autres contre les Russes, mais surtout, en manière générale, ça leur permettra de faire un coup d'État dans le pays. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on nous présente moins de cette façon-là. Mais ils vont faire un coup d'État. Donc, concrètement, dans la fin 90, enfin, dans le milieu 90, pardon, jusqu'à 2001, bah, c'est eux les tauliers en Afghanistan, parce qu'ils ont beaucoup d'armes et ils ont un gros soutien. Ah oui, c'est les États-Unis, par la CIA. Mais, bah, en fait, les gens comme Massoud sont contre ce système, ce régime, qui est dictatorial, taré et complètement inculte. Et donc, ils luttent contre eux. Bah, c'est là que tu vois, c'est pour ça que c'est drôle. Regarde. Alors que si la prétendue opération de justice, de machin, des lumières, de la démocratie, par rapport au 11 septembre, c'était vraiment de punir les terroristes, bah, en vrai, fallait faire un truc simple. Fallait équiper la bande à Massoud et tous ceux qui sont comme lui et les aider à prendre le dessus contre ceux que vous avez alimentés depuis quand même pas mal d'années. Voilà. Et puis vous coupez les robinets accessoirement. Oui, tu vas voir pourquoi c'est important ça aussi. Bah non, on bombarde tout. Non, presque tout. On bombarde surtout là où il y avait les positions de ceux qui étaient contre les talibans. Et après, ils se sont installés, donc les Américains, là-bas pour sécuriser le trafic de drogue. Ouais, c'est conspi. Non, c'est factuel, en fait. C'est dégueulasse, mais c'est factuel. Parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas qu'une expression iranienne quand on dit que les États-Unis, c'est le grand Satan. Ouais. Non, c'est factuel, en fait. C'est vraiment. Et donc, ils vont sécuriser le trafic de drogue, ils vont amener des copains, hein, donc c'est la coalition internationale. Donc, il y a la France, tout le monde est là. Ça va, les copains? Bon, tu veux combien, toi? Tu veux ça? C'est le marché, vous inquiétez pas. Ils font du sale pendant donc plus de 10 ans. Et là, après, bon, bah, c'est bon, on a bien mangé. De là, allez, on y va, on peut se barrer maintenant. Et c'est là que tu dis, bah, c'est incroyable, ils se barrent, mais qui reprend le pouvoir? Les talibans. Oh là là, mais c'était pas contre eux que vous avez fait la guerre pendant tout ce temps? Bah ouais. Quand même. Ils sont plus forts que jamais en plus. Ouais. C'est de la magie. C'est de la magie. Vous avez tué Ben Laden. Vous avez voilà, c'est ça. Vous avez neutralisé Al-Qaïda. Ouais. C'est intéressant. C'est vrai que ça, c'est très chelou. Alors qu'aujourd'hui, ils ont repris le. Ils sont barrés en avion comme des voleurs de sac à main là. Tu vois, ils se sont barrés comme ça. Et là, t'as les talibans qui font c'est bon, ils sont partis. Bon, eh ben voilà, c'est nous les patrons. Voilà, tu vois, les sketchs des Indiens, là, ils vont s'occuper des espèces de connasses, hein, comme on disait. Bah, non, mais vraiment, parce que c'est ça. Et ils ont remis en place. Alors, même eux, ils ont fait, c'est un peu assagi quand même, on n'est pas des monstres. Bon, ils le sont quand même, hein, ils le sont encore. Et surtout parce que le logiciel, c'est le vide, c'est le néant. C'est vraiment le néant. C'est des gens décérébrés, hein, vraiment. Hein. Je suis très méchant. Les talibans, là, ils ont été manipulés, etc. Mais les talibans de l'époque, qui étudiaient en Arabie Saoudite, qui ont été armés par la CIA, là, c'était un peu l'élite à ce moment-là. Non, même pas, non. C'est pas des étudiants. Gros teubés. Non, alors c'est-à-dire que ceux qui étaient, par contre, qui étaient smart, mais qui devenaient dangereux, c'était ceux qui, pour le coup, commençaient à devenir communistes. Il y avait ça. En fait, il y avait ceux qui, en fait, c'est ça. C'est qu'il y avait ceux qui devenaient communistes. Et puis il y a ceux qui étaient justement, même, on va dire, même dans les branches politiques, dans l'islamisme, mais l'islamisme pas saoudien. Pas wahhabite. Non, pas wahhabite, exactement. Donc pas pro-américain du tout. Voilà. Tu vois, et qui par contre est très diplômé et bien smart et qui en plus représente des grandes coalitions de tribus, parce que ça se passe beaucoup par les tribus. C'est très important. Ça, c'est vraiment essentiel pour comprendre le maillage afghan. Et en fin de compte, qu'est-ce que fait en réalité la présence américaine et internationale? Elle va parachever le démantèlement du réseau tribal non taliban. D'accord. Et en faisant ça, en fait, ils ont laissé un boulevard immense aux talibans. Oui, d'accord. Et là, maintenant, ils sont là, c'est bon? Donc, il n'y a plus personne contre nous? Eh ben, c'est super. Allez, voilà, c'est nous les patrons. C'est quoi le projet? On sait pas. On va appliquer la charia qu'on a trouvée dans notre pochette surprise, la banane carambar, là, je sais pas quoi. Ils ont mis la charia avant les bœufs. Tu m'étonnes. Non, mais en plus, vraiment pour de vrai. Puis, en plus, il y a des pratiques très cheloues là-bas en Afghanistan. Il y a un message là de Malsain qui dit, selon le Sunday Times, le prince Charles, héritier de la couronne britannique, a accepté une donation d'un montant d'1 million d'euros d'une provenance un peu déroutante. Il s'agirait en effet de la famille Ben Laden, dont était issu Oussama, source Europe 1. Oh oui, non, mais non, mais de toute façon, le dossier sur mais, et ça, c'est pour vous montrer encore un des exemples, en fait, où. Apparemment, tu selon toujours Morgan 59 de Douai, tu racontes les choses approximatives sans parler du conflit afghan-russe, d'où vient le principal enjeu.
Il a loupé, parce que je viens de le dire, en fait. Oui, J'ai expliqué l'invasion russe, en fait, c'est justement ça le principe. T'as pas écouté. Je suis frère. Donc, en gros, le principe, c'est ça, c'est que, et encore une fois, mais évidemment que c'est résumé, parce qu'on est en train de parler de quasiment 30 ans d'histoire, qui, en plus, qui ne doit pas être décorrélée de l'histoire coloniale précédente, c'est-à-dire avec la question de l'invasion britannique qui a pu se faire en Iran et sur une partie de l'Afghanistan, qui a été très difficile parce que les Afghans, de manière générale, si on peut parler comme ça, sont très rétifs à la colonisation. T'es des vrais combattants, des résistants, mais c'est extrêmement difficile, en l'occurrence avec la question de l'opium. Mais il n'y a pas que la question de l'opium, il y a vraiment la question du réseau de distribution des hydrocarbures qui transitent par cet endroit-là, parce que c'est aussi ça la configuration de l'Afghanistan, c'est ce qu'on appelle une zone de passage très complexe mais nécessaire. C'est pour ça que il y a toujours ces enjeux-là. C'est comme pour la Syrie, si tu veux. La Syrie, c'est une voie de passage trop importante dans l'histoire humaine. Donc, elle l'est toujours encore aujourd'hui. Donc, ça implique tous ces incidents et ces chocs. Pour revenir d'ailleurs, donc voilà, pour l'Afghanistan, tu vois, c'est de comprendre quoi ? C'est de comprendre que l'ingérence américaine va consister à faire tout pour que ça obéisse à ses intérêts, mais en plus, au demeurant, des intérêts qui sont surtout des intérêts très cyniques, voire véritablement vicieux. Parce que littéralement, c'est récupérer gratuitement ou à peu de frais de la base pour les opiacés, donc l'opium. Hein. Tu sais, quand on dit même si on fait de l'opium de synthèse, enfin on fait des opiacés de synthèse, l'opium c'est surtout très bien pour la cocaïne, l'héroïne, etc. Après voilà, c'est pour ça qu'il faudrait voir les références sur la CIA là-dessus et sur les fameux avions qui étaient équipés là-dessus. De l'autre côté, on reprend donc la situation, là, elle est horrible. Hein. Elle est horrible en Afghanistan. Les femmes sont toujours dans des conditions c'est une catastrophe. Et c'est terrible parce que aux yeux du monde, il y a vraiment cette assimilation en fait de la femme afghane au sort que leur proposent les talibans, qui sont en demandant vraiment des gros teubés finis, hein, vraiment. Hein. C'est assez impressionnant. Les gars, ils sont c'est incroyable. Et te dire qu'un pays aussi immense, aussi beau, même en termes d'histoire, il y a une histoire de fou en Afghanistan, se retrouve réduit en fait à une caricature sombre de gens complètement décérébrés. Après, la note positive, c'est que c'est pas un truc qui est appelé à durer. Maintenant, l'ennui, c'est les ressources qu'il va falloir mobiliser pour pouvoir retourner les Afghans, parce que des gens continuent de lutter contre eux. Hein. Et il y a aussi des ingérences dégueulasses américaines, enfin états-uniennes. J'aime bien parce que maintenant les gens disent ça pour bien différencier de l'Amérique, le continent, quoi. Des ingérences états-uniennes en Amérique latine, c'est hardcore ce qu'ils ont fait. Non mais c'est Kissinger, comment il s'appelle Kissinger, qui a été un des chantres. Tout à fait. Lui, il a été surtout dans l'appareil, comme je t'avais dit, diplomatique officiel. Ouais. Très dégueulasse. Et t'as l'autre bras, c'est la CIA, et puis t'as l'autre bras, parce que c'est 3 bras, c'est je t'ai dit, les grandes entreprises, les grands groupes. Tu vois, comme BlackRock, par exemple, encore une fois. Ouais. Mais je crois que d'ailleurs Kamala Harris, elle veut mettre des gens de BlackRock dans son équipe là. Bien sûr. Ça c'est chaud. C'est bien. Déjà BlackRock, juste le nom, ça fait méchant dans un film. Non mais c'est satanique. Mais vraiment. Mais pas trop. Les mecs ils assument quand même. Hein. Mais c'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade. Et c'est pour ça que quand tu vois sur la question de l'Amérique latine, c'est vraiment. Mais c'est dégueulasse et ça fout la rage quand tu vois ça. Par exemple, tu prends le cas du Venezuela. Et je vais te dire à quel point ça fout la rage. C'est quand tu lis un article du Monde qui vient t'expliquer, regarde, c'est un article du Monde, donc le journal français, qui est considéré comme le meilleur journal français. C'est la meilleure référence journalistique. C'est pour ça que la plupart du temps, c'est ce qu'on cite dans les livres des manuels scolaires. D'accord. C'est Le Monde, c'est quasiment une autorité journalistique. Parce qu'il y a une rigueur qui est imposée, tout ça, depuis Hubert Berry, machin. Ok. Tu vois un article qui te dit... malgré le consensus de la communauté internationale et les observateurs étrangers, le gagnant de l'élection, comment dire, c'est Maduro, c'est encore Maduro. Ouais, voilà, Maduro au Venezuela, il revendique la victoire alors qu'il a perdu. Et là, tu fais, le monde, vous roulez pour la CIA maintenant? J'étais pas au courant. Ah ouais? Parce que là, faut être très très clair, surtout quand tu vas chercher le dossier. Hein. Là, faut être très très clair. Tous ceux qui considèrent que Maduro n'a pas gagné roulent pour les États-Unis, ou alors sont des idiots utiles, complets. Mais et pourquoi? Parce que regarde, là, il faut regarder l'opposante et comment ça s'est fait.
l'opposante, elle roule pour des trucs américains depuis le début. Elle est en contact avec l'ambassade, elle est en contact avec une grosse entreprise. Ouais. Il me semble BlackRock aussi, mais ça faudra vérifier. Pourquoi ? Parce que le Venezuela est une hyper puissance pétrolière. C'est l'Algérie de l'Amérique latine, pour de vrai. Hein, ah ouais. Du point de vue là, ouais. Non mais vraiment. Mais c'est même l'Irak. C'est même, si tu veux, c'est même l'Irak parce que l'Irak a plus de pétrole que l'Algérie. L'Algérie, c'est le gaz. Tu vois, donc c'est un pays extrêmement important et extrêmement riche. C'est pas le seul dans la région justement. Et concrètement, depuis de toute façon depuis Chavez, il y a et c'est pas que depuis lors, mais en tout cas c'est ce qu'on peut situer pour nous aujourd'hui dans notre actualité récente. Il y a une focale des États-Unis de tout faire pour empêcher quoi ? Parce qu'il a fait quoi, Chavez ? Et il continue de faire quoi, Maduro ? Il a nationalisé les hydrocarbures. Ah. Ça veut dire ça appartient à l'État, donc au peuple. Donc, le peuple, on va être bien, les amis. Vous allez voir, ça va être bien. Et donc, du coup, toutes les entreprises privées, elles sont en galère, elles sont là. Et en fait, il y a ça. Puis, non, mais en vrai, il n'y a pas que l'hydrocarbure comme activité économique. Donc, les gars, faites ce que vous voulez. Vendez des pommes, faites des boissons gazeuses, on s'en fout. Mais l'hydrocarbure, c'est pour l'État, c'est pour le peuple. Ouais. Et surtout, pour comme ça, le peuple y vive bien. Ouais. Tu vois ? Sauf que ça, en fait, justement... Donc, quand on est dans cette rhétorique-là, l'idée, c'est que, il y a tout un enchevêtrement. Là, on est sur des trucs, justement. Ils vont dire, ouais, c'est des théories du complot, mais, tu sais, Chavez, il n'est pas mort de mort naturelle, qu'on soit clair. Ah, non, mais ça, c'est très, très, très clair. Mais il y a des bails très, très chelous. Tu sais, des cancers foudroyants. Ouais. Non, mais t'as plusieurs hommes et femmes politiques d'Amérique latine, de gauche, il y en a, il a un cancer foudroyant dans, je sais pas en combien de semaines, du rein. Tu sais, du cancer du rein, c'est assez rare, les cancers du rein. Enfin, je dis ça comme ça, mais. Cancer de la narine, non, mais parce qu'on le sait maintenant. C'est les Russes qui l'ont montré, parce que les Russes, ils sont pas trop subtils. Ouais. Ils ont montré que tu peux filer des cancers foudroyants, en fait, en quelques heures. Non, mais vraiment, truc délirant. C'est-à-dire que t'es en phase 4 en quelques heures. Et il y avait un opposant russe, et même ukrainien. Mais il était très très malade. Le gars, il était en train de fondre sous nos yeux, en fait, avant d'arriver à l'hôpital. C'était Navalny qui avait été empoisonné, non ? Il y en a eu plein. Ouais, en plus, il y en a eu plein. Franchement, il y en a vraiment eu plein. Donc, mais les Américains l'ont fait, Et c'est pour te dire, tu vois, Chavez a vraiment fait, il a tenu bon, c'était très difficile. Et forcément, comme il savait qu'il se mettait en opposition, en guerre avec les États-Unis, il a soutenu tous ceux qui sont contre les intérêts des États-Unis. Donc, tu sais, la Palestine, etc., le monde arabe et tout. Mais il a tenu bon. Le pays s'est relevé et s'est redressé. Mais là, qu'est-ce qu'on fait les États-Unis ? Avec le FMI, etc. Hop, on va dévaluer sa monnaie, on va attaquer financièrement. Et ça a mis le Venezuela dans une situation terrible. Mais Maduro est en train de tenir la barre, justement, et d'essayer de remporter les élections. Là, il les a remportées. Voilà. Mais il y a des tentatives de putsch. Et là, l'Occident, aligné comme des carpettes aux États-Unis maudites, viennent dire non, Maduro en fait il s'accroche au pouvoir et tout ça, voilà, parce que justement c'est un coup d'État et tout, il veut pas accepter le résultat des urnes. C'est très difficile la lutte qui se passe en Amérique latine, c'est très difficile, c'est-à-dire littéralement de lutter contre la corruption déjà à l'intérieur et lutter contre les plans sataniques des États-Unis qui n'ont qu'un seul objectif, c'est détruire, en fait eux c'est détruire l'autre. Ouais, parce que faut quand même bien situer l'histoire américaine, c'est j'arrive, c'est pas des mois, on les tue. C'est pas des nous, faut tous les tuer. Maintenant, c'est bon. Maintenant, on va chercher d'autres gens qui sont pas nous pour faire des trucs dégueulasses que nous, on n'aime pas faire. Voilà. Ensuite, on a des voisins aussi. Ces voisins, on va les niquer aussi. Comme ça, en fait, et puis ceux qu'on nique pas, on les paye. Comme ça, on les achète et ils feront ce qu'on leur demande, surtout s'il y a des hydrocarbures, des cartels, etc., etc. Oui, parce que officiellement, les États-Unis luttent contre le terrorisme et contre la drogue. Voilà. En fait, c'est un message. En fait, c'est un message codé simple qui veut dire il lutte pour le terrorisme international et pour la drogue mondiale. Voilà. Mais littéralement, en fait, là, c'est pas simplement on est anti-américain. Non, c'est ça la CIA. C'est ça les États-Unis. C'est ça leur projet. C'est qu'en fait, ce sont des gens tellement rustres, tellement. Je parle de ceux qui dirigent. Tellement aigris et tellement malsains que concrètement, en fait, ils ne conçoivent pas une seule seconde qu'il est possible d'avoir une dignité si tu n'écrases pas l'autre. Si tu ne le mets pas plus bactère. C'est que comme ça qu'ils sentent que là je suis fort. Ouais, vous savez, je suis fort. C'est normal, tu as buté tout le monde autour de toi, donc c'est normal que tu te sentes le numéro 1. C'était Victor Loushenko. Exactement. Putain, c'est hardcore, c'est un truc, c'est un truc de malade, ça fait peur. Et je te dis, c'est pas le seul. Et donc en fait, on a la même chose en Bolivie.
En Bolivie, lorsqu'il y a eu Evo Morales, donc qui était, si je ne dis pas de bêtises, mais normalement, mes souvenirs, c'était le premier, parce qu'il y a aussi un délire, parce qu'il y a une autre problématique avec l'Amérique latine, c'est la double couche coloniale, si tu veux. Parce que la première couche, pour moi, c'est celle de maintenant, c'est celle des États-Unis, par tout leur système, leur réseau, leur puissance diplomatique, sécuritaire et commerciale. Mais il y a aussi l'autre couche coloniale qui est historique, celle de l'Espagne conquistador, qui a créé des disparités raciales, ethno-raciales dans toute l'Amérique latine, quasiment, tu vois. Moi, il y a quelqu'un qui me soulignait que j'ai un pote, il me disait, c'est pour ça qu'en Argentine, il n'y a pas d'immigration noire ou basanée, quoi. Non, c'est très blanc là-bas. C'est un truc de malade mental. Enfin, c'est très blanc. Volontaire. Surtout, ouais, mais c'est une dinguerie. Hein. L'Argentine, c'est une vraie dinguerie. Mais c'est un sujet qui touche en tout cas plusieurs pays d'Amérique latine, tu vois. Donc il y a un extrême comme un autre. En gros, l'Argentine justement, c'est très whiteisé. Et alors que justement la Bolivie et après tu peux aller plus voir le Pérou et l'Équateur, où en fait t'as beaucoup plus d'anciens autochtones, de descendants d'autochtones. Brésil aussi mine de rien. Quand tu vois les joueurs brésiliens. Ouais, bah oui, mais c'est parce que ils viennent des quartiers populaires, c'est normal. Ouais, donc mais regarde le public après, c'est pas la même chose, hein. Tu vois. Et donc le Brésil, c'est aussi un très gros dossier. Et parce que là aussi, hein, tu sais, c'est Bolsonaro, il fait partie des générations d'Italiens. C'est un enfant de descendants, c'est un descendant d'Italiens. Hein. Ah d'accord. Bizarrement évangéliste, donc ça c'est un truc dégueulasse. Tu pourras ajouter la dégueulasserie. Et donc évidemment pro-américain, tu vois, et surtout blanc. Voilà, et surtout blanc suprémaciste, pour un Brésil qui est un pays totalement traumatisé par la question coloniale et raciale. Ça, c'est clair et net, hein, d'une immense richesse, etc. Et justement, je veux pas causer le Brésil parce que c'est une grosse dinguerie, c'est un gros dossier. Mais on va finir sur la Bolivie. Parce que c'est une lutte permanente. C'est-à-dire que si tu veux, pour réussir à mener une politique économique qui tienne debout pour que le pays puisse respirer et que la population s'en sorte, c'est un combat absolu, mais c'est une guerre de titans que doivent mener en fait des hommes et des femmes politiques qui sont engagés dans un rapport très compliqué entre le fait qu'ils veulent vraiment éviter de passer aux armes, parce que c'est un immense chaos dans lequel ils savent qu'ils vont perdre, parce que la CIA, elle adore ça. Hashtag la Colombie. Ouais, parce que encore une fois, les armes, on ne faut jamais oublier le truc. On comprend ça quand tu regardes Narcos. Voilà, mais oui. Et surtout la question des usines d'armes. Sache toujours, regarde où se trouvent les usines d'armes. Quand tu vois à chaque fois qu'elles sont plus dans les pays occidentaux, tu fais ok, j'ai compris, je vois comment vous faites votre truc. Bref, à ce moment-là, en gros, pour la Bolivie, Evo Morales, donc, qui est le premier, donc, lui, c'est un descendant d'autochtones. D'accord. Tu vois, d'ailleurs, je sais plus de quelle culture. Je sais plus. Yoruba. Hein? J'ai dit Yoruba. Ça, c'est Afrique. Non, mais il y en a aussi en Colombie. Ah ouais, sérieux? Il y a des Yoruba en Amérique latine. Ah ouais, c'est ouf. Je crois, hein. C'est ça qui est ouf, en fait. Et ben, tu vois, en tout cas, en Bolivie, ça va être, qu'est-ce qu'il va faire? Il va marquer un double système. Un système de prospérité sociale et économique de la population. C'est énorme ce qu'il fait. Tu sais comment il fait ça? Il nationalise les hydrocarbures. Ah ouais, d'accord. Ouais, il n'y a pas de secret, hein. Le truc qui t'apporte le plus de thunes, tu le fais au profit de la population. Et tu relèves la population. Alors, il y a de très bons articles là, faut lire les articles du Monde diplomatique. Oui, c'est gauchiste, voilà. J'ai pas crevé vous les yeux et lisez-le. Comme ça sera. Vous verrez, c'est très pratique. Ou faites-le vous lire, ça vous fera du bien. Mais sinon, concrètement, qui montre bien cette question, comme il l'appelle le Monde diplomatique, cette révolution pragmatique. Tu vois, le fait il a un peu ménagé le secteur privé parce que les gars, ils allaient passer aux armes, hein. Ils allaient faire sécession et tout pour prendre les armes parce qu'ils sont soutenus par les États-Unis. Mais c'est terrifiant quand tu vois là par exemple l'opposition, la fameuse opposition qui disent ils ont essayé plusieurs stratégies, opposition de droite, opposition catho, opposition sociodémocrate. Ils ont tout essayé pour montrer, et c'est là que je voulais revenir quand je te disais tout à l'heure que liberté, égalité, fraternité, non, je le négocie pas en fait. Ouais, je suis de gauche, non négociable. Radical, appelle-moi ce que tu veux, c'est non négociable. Que les gens sortent de la pauvreté parce que précisément on a un pays qui a de l'hydrocarbure, de l'énergie et des richesses, c'est non négociable. Exactement. Et qu'il y ait quelques pourris qui veulent simplement pour leurs petits bidons et leurs petits intérêts étriqués capter les richesses et faire un système libéral qui est tout sauf libéral en réalité, qui est juste une destruction annoncée de la société et du bien-être du commun, bah en fait c'est non négociable. Je ne discute pas avec ce genre de truc. Je ne suis même pas dans le débat là-dessus, ça n'entre pas. C'est radical. Et ça c'est très fort parce que justement Morales et ceux qui sont derrière lui, parce qu'il a une suite, hein. C'est plus lui c'est Arce, je crois.
si je dis pas de bêtises, qui s'est présenté, qui a gagné, qu'on conteste encore sa victoire. T'as vu, mais c'est toujours le même procédés, c'est des trucs de malade. Ouais. Et quand tu prends du côté Le Monde, oui, c'est un coup d'état de sa part. Mais vous êtes des gros malades en fait. Ouais. Et ça, c'est là que tu vois qu'à un moment donné, ce grand poison que sont les États-Unis, qui franchement, en réalité, allez, si on veut, on peut même aller conclure sur un truc un peu philosophique, c'est que l'univers, la planète, leur a donné, non, ils les ont volés, hein, les richesses, parce qu'ils ont massacré toute une population dans ce territoire-là. Mais allez, admettons que, vas-y, on se réconcilie, Thanksgiving, tout ça, on se fait des bisous, machin. Merci les Indians, donc voilà, si tu veux. Ok. Ils avaient la possibilité, par le développement qu'ils ont engendré à partir des années 60 jusqu'à justement 80, développer une puissance économique sérieuse, hein, qui était rayonnante. La vérité, ils pouvaient vraiment faire quelque chose de très bien et très intéressant. C'est-à-dire justement, ils auraient pu être ce qu'ils prétendent tout le temps être. C'est-à-dire un exemple de démocratie, de liberté et d'émancipation. Alors qu'ils ont précisément été le contraire dans le monde entier. Mais c'est-à-dire que vraiment, je sais que tout de suite les gens vont dire c'est un truc victimaire. Non. La vérité, c'est que c'est effrayant la manière avec laquelle les États-Unis se sont démenés, alors vraiment démenés avec des budgets colossaux, pour faire en sorte que de très nombreux pays dans le monde, vivent dans la pire des misères, dans les situations les plus instables, dans des dictatures les plus dégueulasses et dans des guerres les plus atroces. Tout ça pour préserver des intérêts privés de quelques milliardaires dégueulasses qui n'ont qu'une vision étriquée du monde, raciale en plus, etc. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que de toutes les manières, en réalité, que la gauche, la vraie, arrive à appuyer ses positions, à maintenir ses acquis de conquête du pouvoir, comme je l'ai dit, au Venezuela, en Bolivie, en Colombie, ça bouge aussi pas mal, l'Équateur, etc. Tout ça augure aussi quelque chose d'important, parce que de toute façon, c'est la vérité, c'est le truc souhaitable et souhaité, c'est que les États-Unis déclinent, que les États-Unis crèvent, en fait, tout simplement, dans le plus grand des calmes. Pour le peuple, il se débrouillera, parce que les peuples ont toujours su se débrouiller. Les institutions, elles doivent mourir quand elles ont été trop nuisibles. Et les États-Unis n'en ont été que beaucoup trop. Et ça ne peut pas durer éternellement. Cette ingérence, il y a d'ailleurs une étude qui a fuité, hein, qui présente que, clairement, les États-Unis ne sont plus en mesure, et ça c'est Todd, c'est vraiment parce que Todd l'avait déjà dit depuis au moins un an. Ah ouais ? Les États-Unis ne sont plus du tout en mesure d'assumer une guerre d'intensité forte, où que ce soit. En fait, ils peuvent faire comme ils le font tout le temps, comme des gros lâches, bombarder un pays qui n'a aucun système de défense. Ça, ils savent très bien le faire, ça, c'est pas un problème. Hein. Oui, parce que c'est bien d'avoir des gros trucs. Hein. C'est ça le truc du white suprémaciste dégueulasse. Mais quand à un moment donné, il vient avec ses copains, ça commence à être plus compliqué. Bah là, ils peuvent pas. Ils ne peuvent pas l'assumer. Là, de toute façon, on ne le répétera pas dans les médias occidentaux, mais on a quand même assisté à la fuite d'un des porte-avions américains face à des Houthis, en fait. Hein. Des Yéménites en claquettes. Hein. Ah ouais? Bon, avec des armes iraniennes, certes, mais en claquettes quand même. Mais en claquettes pour de vrai, c'est pas dans le sens figuré, c'est dans le sens propre. Donc on assisterait peut-être à la fin de cette hégémonie. Peut-être non, c'est certain. C'est une certitude. Littéralement, le bateau coule, mais le bateau est très gros. Donc il met du temps à couler. Voilà, mais clairement qu'il coule. Alors va-t-il accélérer sa coule? Je ne pense pas. Mais il coule, c'est certain. De toute façon, l'histoire est ainsi faite. Regarde, je termine là-dessus. Avec les BRICS, si tu veux, c'est à la fois une cause et une conséquence. C'est-à-dire que c'est une cause parce que, en fait, ça y est, les partenaires américains se barrent. Et c'est une conséquence parce que, de toute façon, les États-Unis s'effondrent, donc ça permet aux BRICS de monter. Regarde, pour terminer là-dessus, tu vois là, dans les médias occidentaux, encore une fois, dans nos petits salons de White House, on est là super content de se galvaniser vous avez vu, l'Ukraine, là, on a pris 58 localités. Bon, 58 localités, ça signifie village, patelin, machin, etc. On va se calmer un petit peu, hein. Puis, bon, la Russie, juste un tout petit peu super grand en fait, hein. Hein, juste pour rappeler. Donc tu peux même prendre un tiers, t'auras rien pris en fait, t'auras pris des cailloux, hein. Mais peu importe, c'est que là ils se dirigent tous vers Koursk, a priori ils pensent le contrôle de Koursk, et là t'es là en train de regarder, tu te dis c'est marrant, je sais pas, les gens ils oublient de lire des livres d'histoire ou quoi, mais qui peut croire et faire croire une seule seconde que rentrer en Russie ça signifie battre les Russes? Ça n'existe pas, ça, hein. En fait, j'ai envie de dire, le seul cas où tu peux battre les Russes, c'est quand eux, ils t'envahissent. Hashtag l'Afghanistan. De l'Afghanistan, elle a mis une tarte aux Russes, ils se sont bras. Ouais. Non, franchement, ouais. Ils ont réussi. Bon, ils ont été soutenus, c'est vrai, mais ils ont réussi quand même. Mais là, le truc, c'est que rentrer en Russie,
Ah, mais mon gars, faut que tu sois prêt à partir vite, hein, parce que je te garantis que... Et le truc, ce qui est très drôle, si je peux dire, c'est que là, tout le monde nous vend dans ces éléments de langage de propagande que, oui, c'est la victoire, c'est la coalition, elle a fait son boulot, etc. Bon, déjà, charmante coalition, hein, qui se bat pour des intérêts très, très chelous. Mais le truc, c'est que vous croyez vraiment que rentrer en Russie, ça veut dire que vous êtes en train de gagner? Bonaparte, il l'a cru. Mais j'ai envie de dire, Bonaparte, il avait un précédent qu'il n'a pas pris au sérieux, c'est le précédent mongol. Tu t'imagines qu'à un moment donné, alors c'était pas la même proportion de l'État russe d'ailleurs, hein, mais la Russe, qui était d'ailleurs à l'époque autant Kiev que Novgorod que Moscova, et ben en fait, c'est pas les seules, mais ces grandes villes, comme justement Kursk, Minsk, etc., ces grandes villes ont été une à une complètement ravagées par les troupes mongoles, et Petchének, etc., enfin, ça dépendait des régions, des périodes, pardon, jusqu'à ce qu'à un moment donné, le peuple russe était encerclé dans la ville de Moscou. Ça, il restait que eux, là-bas. C'est chaud, quand même. Là, tu dis, bon, ça sent le sapin, en fait, là, quand même. Ils ont été encerclés, c'était donc, s'il me semble, c'était en 1300, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est entre le 14e et le 15e siècle. Entre le 14e et le 15e, je crois, ouais. Et en fait, bah, les gars, ils ont eu les ressources, on sait pas. Ils ont réussi à résister dur contre les Mongols. Hop, ils ont réussi à libérer Moscou. Et ils ont chassé jusqu'en Chine, les Mongols. C'est là qu'il faut comprendre que cette histoire de résilience à la russe, faut vraiment la prendre très au sérieux. Bonaparte l'a pas pris très au sérieux, malheureusement, pour tout un tas de raisons. Et donc il s'est retrouvé à aller jusqu'à... T'imagines, le gars, il est allé à Moscou. Le gars, il est arrivé à Moscou. Normalement, quand t'arrives à Moscou et tu dors à Moscou, c'est que t'es le patron, t'as gagné. Ah bah, jusqu'à ce qu'il ait senti le brûler le matin et qu'il a compris, la leçon de la vie, même sa vie, même pas. C'était le début. Parce qu'après, ça sera la Bérésina. Bah là, c'est la même chose. Ils nous revendent le même sketch en nous disant, vous avez vu, on est fort. On va prendre course, qu'on est trop balèze. On va sécuriser nos positions. Ouais. Poutine, c'est un mytho. Il a une armée à 2 balles. Il va pas pouvoir gérer. Bah, les mecs, vous voulez faire un pari avec les Russes? Vous avez raison. Essayez, vous allez voir. Ça va être très intéressant. Ah là, moi, je vais popcorn et je regarde. Hein. Bah écoute, en tout cas, merci pour ce petit topo sur l'ingérence états-unienne. Ouais, un petit topo par rapport à tout ce qu'ils ont fait, parce que tu vois, on a mentionné Kissinger, il y a tellement de choses autour de ça. On a marketing et puis l'Afrique. Oh là là. En tout cas, merci 1000 fois pour ton savoir et nous partager tout ça. C'est un plaisir de pouvoir papoter avec vous dans le chat. On vous laisse vous dire au revoir. Vous savez qu'il y a le Discord. Peut-être que le lien marche cette fois-ci. Je sais pas, on va tester. Bon, on sait pas pourquoi le lien bouge tout le temps. En tout cas, c'était un plaisir. Vos remarques sont pertinentes. Tiens, il y a Adolphe s'est cassé les dents en parlant de... Oui, aussi, oui, c'est vrai. C'est vrai. Il a pris Stalingrad et tout. Oui, c'est vrai. C'est très vrai, exactement. Les vidéos sont disponibles sur YouTube. Pourquoi sur YouTube? Parce qu'en fait, on a aussi beaucoup de gens là-bas, donc ça nous aide aussi, ça nous permet de monétiser là-bas, etc. Donc c'est pour ça qu'on fait, on essaie en gros de pouvoir générer à notre niveau notre petit business pour essayer de faire encore plus d'épisodes, etc. Mais de fil en aiguille, il y a des choses qui vont évoluer, etc. Donc en tout cas, c'était un plaisir, j'ai beaucoup dit, etc. Et on se retrouve jeudi en live sur Twitch. Et après, pendant 2 semaines, on sera plus en live, mais on reviendra très vite. Et il y aura des épisodes justement sur YouTube, notamment le premier facecam de Dr H, ça s'appelle Chronique H. On a trop hâte. On a trop hâte que vous nous fassiez vos retours sur le Chronique H. On vous donnera jeudi le sujet. Moi aussi, je vais faire mon petit facecam. On a des yes comment, on va essayer de scaler le tournage des yes comment aussi. Là, on va trouver un moment. On va y arriver. En tout cas, merci à vous tous. Merci de nous soutenir sur Tipeee, sur Twitch à fond. Vous êtes au top. La meilleure commune du monde des cracks. Franchement, ça fait un plaisir. Merci beaucoup, Dr H. Merci à toi, c'était top. Merci à Gaëlle Cagnan. Merci Gaëlle Cagnan, la réalisatrice et la monteuse de ce CKR que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube. Allez-y, donnez de la force. C'est Gaëlle Cagnan, tout simplement, avec son émission Mask Off. Et aussi le Weekly Huddle sur ses réseaux Instagram. Il y a tout sur la description. De toute façon, vous pourrez aller checker tous les liens. Et enfin, Mourad Mokadem, le showrunner de l'émission, qui nous assure ce contenu et ces sujets qui s'offrent à la discussion. En tout cas, c'était un plaisir de discuter avec vous. Et je vous dis à jeudi. Ciao, ciao.